Alright. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils de l'agilité. Je suis Julien Deray et comme toujours accompagné de Pierre Ferret-Ferrand in London. Comment ça va Pierre ? Ça va super, merci. Le beau temps revient, il ne pleut pas, tout va bien. Incroyable. Moi je me prépare, je suis en France et je me prépare pour une petite vague de chaleur des familles. Donc ça ne me changera pas trop de mon Portugal. J'allais dire mon Portugal natal, mais ce n'est pas le cas. Non, d'adoption à la rigueur, ça passe, mais pas natal, non. Ah, de mon Portugal d'adoption, exactement. Au programme aujourd'hui, un gros morceau. C'est vrai qu'on parle tout le temps on cite tout le temps Scrum, Kanban, XP. Ce serait bien qu'on en parle un peu plus aussi. Ouais. J'aimerais bien avoir un intervenant. Si quelqu'un dans les auditeurs connaît un petit peu XP, contactez-nous. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de Kanban, et même pas qu'un peu, on va essayer de décrire un peu la méthode, ce qu'on aime dedans, et puis aussi quelle application on en fait. On vous partagera nos outils de l'épisode, mais pour commencer comme à l'accoutumée, on va parler du principe agile du mois. C'est l'avant-dernier principe agile de la liste, donc c'est incroyable, mais on va bientôt pouvoir boucler et recommencer. C'est ça, qu'est-ce qu'on prendra après ? Et oui, c'est la question. Mais du coup, avant stop starting, start finishing, il faut qu'on finisse cette liste. Donc, le principe agile de ce mois, c'est le suivant. Accroche-toi à ton siège, les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Alors, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que ça t'inspire et surtout quelle pratique tu en fais ou pas ? C'est ça. Alors, tout de suite, il y a une quote, une citation qui est assez célèbre de Steve Jobs, qui me revient toujours en tête avec ce principe-là. Donc, it doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Donc, on ne recrute, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens d'embaucher des personnes intelligentes et de leur dire quoi faire. Nous, donc sous-entendu Apple, nous embauchons des gens intelligents et de manière à ce qu'ils nous disent quoi faire. Donc, c'est un peu l'idée, souvent c'est moi ça fait vraiment écho. Alors juste un caveat là-dessus parce que c'est vrai qu'elle est très souvent reprise cette quote-là. Je trouve que c'est très vrai, mais pas pour les jeunes développeurs. Ça c'est vrai pour n'importe quel type de poste. C'est vrai quand on a déjà de l'expérience passée. Je trouve que c'est pas du tout vrai pour les juniors, indépendamment s'ils sont développeurs ou pas. Il faut toujours avoir d'abord des gens qui nous montrent comment faire, même si oui on peut apprendre beaucoup par soi-même et tout ça, il n'y a pas à chier si on n'est pas à côté de quelqu'un qui l'a fait pendant 10, 15, 20 ans. On peut apprendre sur le papier, sur les bouquins, les bonnes choses à faire ou pas, on va toujours merder un moment. Donc je pense que c'est vrai, mais uniquement des personnes qui ont déjà de la bouteille et de l'expérience et surtout de la connaissance, mais pas de la connaissance, mais de l'expertise, c'est-à-dire ils ont mis en place, ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas juste appris à le faire, c'est hyper important juste ce point-là. Sinon, je suis complètement d'accord avec ce principe et je pense que Steve Jobs serait d'accord aussi dans l'idée que voilà, si on a des gens intelligents, la pire chose à faire, c'est de leur donner un cadre qui est trop restrictif, qui n'est pas créatif, donc exactement l'inverse de ce que le principe propose. Et c'est surtout l'idée de auto-organiser. On dit pas qu'il faut juste mettre des gens ensemble dans une pièce et les laisser se débrouiller. C'est l'idée qu'ils soient auto-organisés. Donc on attend toujours un niveau d'organisation. L'idée c'est pas juste mettez 50 ingénieurs dans une pièce et vous allez avoir le meilleur logiciel qui existe. C'est pas vrai. Il faut leur donner un minimum de cadre, un minimum de structure, mais il faut les laisser s'auto-organiser. Donc c'est important et justement c'est là où on va parler de Kanban aujourd'hui, mais par exemple le fait de dire à une équipe voilà, on veut que vous utilisiez Kanban en expliquant pourquoi, et là on les laisse faire leur sauce en leur donnant en fait les règles du jeu. C'est un peu l'idée. C'est exactement comme ça que moi je lis ce principe-là. C'est aussi l'idée de donner l'ownership et de se dire ce que je construis, c'est à moi de m'en occuper demain, mais aussi à moi de m'en occuper dans 10 ans. Le problème, justement, quand les gens n'ont pas l'ownership et qui sont pas auto-organisés, ils ont pas ce sentiment que c'est leur bébé, c'est à eux. Dans l'idée où on va leur dire, bon, bah, fais ça, il va dire, ok, je le fais. On a l'exemple parfait avec, par exemple, les entreprises qui décident de faire appel à une entreprise externe pour construire un site internet et qui ne prennent pas en compte, par exemple, pas en interne. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir le site exactement comme vous l'avez demandé. Par contre, les ingénieurs derrière, ils savent que c'est pas eux qui vont continuer le projet. Et c'est le pire d'ailleurs, quand ils savent d'avance que ce sera pas eux, là, c'est la pire code base que vous allez récupérer, que vous allez acheter. Justement, déjà,
petit conseil, ne jamais dire d'avance qu'on ne reposera pas avec eux, parce que justement, ça leur laissera le doute et ils se diront peut-être on va se faire une faveur pour plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est vrai aussi dans ce cas-là. Quand on a des gens qui sont auto-organisés et qu'on leur laisse faire quelque chose, ils savent que c'est à eux et que là, ils décident de le faire, mais aussi que demain et dans 10 ans, ce sera toujours à eux de s'en occuper. Donc voilà. Donc pour moi, c'est hyper important l'auto-organisation, parce que c'est pas tant l'auto-organisation en soi. Pour moi, c'est surtout derrière l'ownership, le fait de dire ça, c'est à moi, c'est mon problème. Et donc dans ces cas-là, on sait que quand on est si on gère ces personnes-là, on sait qu'on n'a pas besoin de s'en occuper parce que eux s'en occupent déjà. Et il n'y a même pas besoin de le dire, en fait, c'est un accord tacite de par le fait de leur dire c'est votre décision, votre projet, donc c'est votre responsabilité. Et ça découle de soi, il n'y a même pas besoin souvent de le dire, parce que l'équipe, en fait, aura le sentiment, sans qu'on ait besoin de leur dire explicitement, alors là, c'est à vous. Non, ils l'ont fait, donc ils savent que c'est à eux de s'en occuper. Donc voilà, c'est un peu long, un peu autour, mais alors évidemment, les meilleures architectures, spécifications et conceptions, et même on peut rajouter beaucoup d'autres choses derrière, mais c'est vraiment pour moi le plus important, c'est les équipes auto-organisées pour les exemples et les principes que j'ai donnés. Ton côté, Julien, qu'est-ce que ça t'évoque du coup, ce principe-là ? Et donc c'est quelque chose que vous faites à GetGround du coup, c'est un principe que vous appliquez ? Ouais, c'est l'idée. Donc en fait, on a des lignes directrices. La vérité, c'est quand même qu'on a donc 3 équipes. Les team leads, on n'a pas énormément d'expérience. On va dire, entre 2 et 5 ans en fonction des team leads. Donc du coup, on essaie quand même de se donner des bonnes techniques entre nous. Et surtout, quand on voit qu'il y a une équipe qui prend une approche, on essaye de faire relativement la même approche, de manière à ce qu'en fait, on fasse à peu près les mêmes choses. Et que s'il y a une équipe qui détecte quelque chose qui va pas du tout, elle puisse le remonter dans une équipe, qu'on en parle avec les autres équipes, et là on se dit ouais, nous aussi on le sentait, mais c'est vrai qu'on l'avait pas matérialisé de la même manière, mais on a le même problème, donc du coup on s'aide entre nous à résoudre les problèmes. En fait, on va dire on fait un paquet, et parce que les équipes aussi sont faites de manière à ce qu'on ait une manière de travailler qui soit relativement la même, on va dire on a un niveau d'organisation, je dirais pas qu'on est complètement autonome, mais on a une part d'autonomie qui est au moins de l'ordre de 80% et 20% de voilà, il faut faire. C'est pour le coup, c'est quand même vachement proche. C'est pas, on va dire à une équipe, voilà, vous êtes une nouvelle équipe, décidez de votre méthode, décidez de vos métriques, décidez de vos delivery, tout ça. On n'est pas à ce point-là. Là, on a toujours un cadre. J'imagine que quand on aura plus d'équipes et quand on continue d'agrandir, de grossir, on va arriver à un moment où on devra laisser plus d'autonomie aux équipes, en plus parce que les projets sûrement vont différer, tout ça. Mais là, on essaie de garder en fait une approche qui est la même pour les équipes, et donc ça fait sens qu'on soit à peu près toujours dans les mêmes manières de faire, avec évidemment des différences d'équipe à équipe, mais on essaie quand même de garder un tronc commun assez gros. Ouais, c'est important au moins de garder une sorte au moins d'interface commune. Après l'implémentation à l'intérieur, bon, chaque équipe peut décider un peu de ce qu'ils font et peuvent prendre une certaine liberté, mais c'est important qu'au moins l'interface avec les autres équipes soit à peu près la même. Et après l'idée d'avoir un certain standard aussi, ça permet aussi que quand il y a des gens qui vont d'une équipe à une autre, ils savent, ils retrouvent un petit peu leur bébé. Alors évidemment après, justement, chaque équipe va avoir des contraintes différentes, va avoir des technologies peut-être différentes, etc. Mais ouais, nous c'est pareil, on n'est pas totalement YOLO, mais c'est hyper important que les gens puissent choisir comment ils s'organisent et puis surtout qu'ils ownent ce qu'ils font, quoi. De responsabiliser les équipes avec la liberté de choisir l'implémentation, la spécification, l'architecture, vient aussi derrière la responsabilité, et donc oui, la liberté de faire sa méthodologie, mais aussi la composition d'une équipe. Tu vois, par exemple, c'est hyper important qu'une équipe puisse rencontrer, si on embauche quelqu'un, si on a quelqu'un qui est dans le circuit pour être embauché, que toute ou partie de l'équipe le rencontre. C'est hyper important plutôt que de leur mettre quelqu'un dans les pattes comme ça. Donc ça, pour moi, ça vient aussi avec ça. Mais ouais, comme tu disais, on n'est plus dans un management, dans des entreprises qui sont réductionnistes. Maintenant, on va chercher plutôt de la résilience dans un système qui est de plus en plus complexe et rapide. Et donc cette résilience, on peut pas l'avoir avec des méthodes réductionnistes où on embauche n'importe qui et puis on lui dit exactement comment il doit faire. On doit vraiment utiliser les gens et les laisser utiliser leurs propres capacités.
Bah c'est un des trucs que moi j'avais vu plusieurs fois en stage et c'est quelque chose que je voulais vraiment pas avoir dans les boîtes où je travaillerais plus tard. C'était l'idée où il y avait en fait ce que j'appelais le cercle des grands pontes, qui était du coup tous les grands seniors, pas seniors, qui du coup s'enfermaient dans une pièce pendant 4 jours, déblatéraient des diagrammes de partout de l'architecture et tout ça, sortaient de la pièce le vendredi, disaient voilà on fait ça. Et du coup tu sais oui mais on peut discuter. Non, on a pris les décisions, tout comme ça, vous faites juste l'implémentation. Et du coup quand c'est le cas, t'as vraiment pas d'ownership, tu sens pas du tout que c'est ton bébé, tu sens juste que oui, ta ligne de code elle est à toi, mais au final, quand tu décides pas de l'implémentation, et donc là on parlait l'architecture et spécification et même conception, quand tu as une équipe où tu sais que tu as travaillé dessus après, mais que les décisions sont prises à un niveau plus haut, ou du moins la décision n'est pas collégiale, où les gens ne sont même pas consultés, dans ces cas-là, l'ownership de l'équipe va être le plus bas, du moins pour les personnes qui n'ont pas participé à la conception. Donc ouais. C'est très clairement quelque chose que je voulais éviter moi personnellement en tant que développeur, et c'est encore plus quelque chose que je veux éviter à mes développeurs en tant que manager. Donc, ouais, c'est le cycle en V du cycle en V, quoi. Mais tu vois, moi, c'est c'est ça. ce que j'ai appris à l'IUT. Il y a 10 ans, en IUT informatique, on nous apprenait voilà, le cycle en V, les méthodes agiles. Ouais, c'est un nouveau truc, mais on sait pas si ça marchera. Et puis, et puis on disait, voilà, il faut bien apprendre UML et les spécifications formelles, parce que comme ça, comme vous êtes intelligent, vous allez faire tout bien la conception, et ensuite vous donnez aux développeurs, et puis les développeurs, ils se démerdent. Ouais, ben en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est ça. Alors, après, moi, je mettrais quand même un caveat là-dessus, c'est que je pense que ça va changer à nouveau dans les années à venir, mais je trouve qu'on est passé d'un modèle où tout était extrêmement clos, beaucoup de conception, beaucoup de diagrammes, énormément d'architecture, vraiment très poussée. Et je trouve qu'on est, des expériences que j'ai eues, on est quand même passé à un autre modèle qui est extrêmement flexible et je trouve même un peu trop. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des ingénieurs et de ce que je peux voir, entendre, écouter et m'informer en général, il y a pas mal d'équipes qui du coup au sein des méthodes agiles remettent en place de l'UML, du diagramme un peu plus on va dire brut, un peu plus hardcore, de manière justement à redonner un peu de structure là où je trouve qu'on a laissé la structure un peu comment dire, pas s'émietter, mais perdre en force. C'est-à-dire qu'on est passé à un système où c'était trop, un système où je trouve que c'est un peu pas assez. Donc même par exemple au sein de mon équipe, on a évidemment l'approche la plus agile qu'on peut, mais on a quand même remis en place certains trucs au niveau des interfaces et de se forcer à faire un peu de diagramme sur certaines parties de système, principalement quand on architecture de nouveaux systèmes. Mais c'est juste un petit caveat là-dessus, mais de pas aller trop dans l'extrême. Il y a un peu ce running gag on fait de l'agile, donc ça veut dire aussi qu'on fait pas de documentation, on fait pas de spec, etc. Exactement. Voilà. Ça marche pas comme ça. Non. Mais c'est plutôt l'utilisation de la spec comme une façon de se mettre d'accord, de brainstormer, de trouver une solution ensemble et ensuite de documenter cette solution pour que ce soit disponible après, pour pas que la ressource se perde et que la connaissance se perde, plutôt que de faire des spécifications comme un blueprint qu'on va donner comme une sorte de cahier des charges, quoi. Donc en fait, exactement. Je trouve les outils, ils n'ont pas besoin de changer, c'est juste qui utilise les outils et pour quelles raisons on les utilise qui a changé, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à... On a eu tendance très longtemps à sursimplifier un peu tout ça et à négliger peut-être le côté où on se dit, ouais, de toute façon, c'est pas grave, on fait des cycles courts, donc si on se foire, on recommencera. Oui, mais bon, tu te rends compte que finalement, avec assez peu d'efforts, tu peux t'éviter quand même beaucoup de problèmes aussi, quoi. C'est ça. Il faut juste trouver la bonne balance entre les deux. C'est ça. Bon, attaquons notre sujet principal sans transition. Ou presque. Non, sans transition tout court. On va parler de Kanban. On parle toujours de Kanban et c'est vrai que pendant les derniers épisodes, on a pas mal aussi dit pourquoi on aimait ça, pourquoi on n'aimait pas, pourquoi on aimait bien Jira, pourquoi on n'aimait pas Jira, etc. Pourquoi on n'aimait surtout pas Jira, ouais. Et donc on s'est dit que ce serait l'occasion là pour préparer l'été de revenir un peu aux bases. Donc on va couvrir un certain nombre de principes, essayer de faire découvrir Kanban. Alors ça va vous demander un peu de fermer les yeux et de visualiser un petit peu, hein, parce qu'on va parler de tableaux, de flux, etc. Parfois il va falloir un peu prendre du recul, mais vous inquiétez pas.
Ça va bien se passer. Donc, est-ce qu'on peut commencer par le principe, un mot qui pourrait définir Kanban presque à lui seul, ou en tout cas la philosophie derrière Kanban, le Kaizen. Le changement pour le mieux, c'est un peu la meilleure façon que j'ai pu le traduire. En général, en anglais, on dit change for good, à l'inverse de changer tout drastiquement, faire une révolution et tout casser. Kaizen, c'est plus au sens, voilà, on y va petit à petit et ça va bien se passer. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, moi, à la base avec Kanban. C'est qu'au contraire de Scrum, que j'ai utilisé beaucoup dans le passé et que j'aimais beaucoup, Scrum, ça demande quand même de respecter le Scrum Guide, quoi. Il y a quand même un certain nombre de principes assez inflexibles. Alors après, il y a plein de choses aussi que le Scrum Guide ne dit pas et qu'en général on infère. Donc en fait, Scrum est relativement flexible aussi, mais il y a quand même un certain nombre de principes. Alors que Kanban, c'est un peu le principe inverse. C'est que moi, je vois vraiment ça comme une boîte à outils. Pour moi, c'est la boîte à outils agile. Et tu regardes ce que tu as. Leur mojo, c'est commencer avec ce que vous avez. Et tu regardes ce que tu as, tu sors un outil, et ensuite, tu le testes, tu vois comment ça marche, tu vois si ça te va ou pas. Et ensuite, une fois que tu as commencé à bien l'utiliser et que tu commences à avoir du résultat, tu vas rencontrer probablement un autre problème, parce que tu as réussi à aller un peu plus loin dans la méthode. Et quand tu trouves le prochain problème, et ben en fait, il y a sûrement un outil dans Kanban qui va te permettre de le résoudre, et au fur et à mesure, d'optimiser un petit peu. C'est un peu ma vision de Kanban et pourquoi je l'aime beaucoup, surtout dans un environnement startup. T'as bien parlé du coup de Kaizen, et il y a deux choses. Donc du coup, Kaizen, c'est l'approche, on va dire, c'est l'idée de l'approche incrémentale. L'idée forte derrière Kaizen, c'est de dire que une petite idée, et ça insisté sur le petit, il faut pas que ce soit trop gros, mais fait de manière récurrente, c'est-à-dire voilà, on met en place, on regarde au bout d'une semaine, 2 semaines, ça marche, on garde et on teste quelque chose d'autre. Une semaine, 2 semaines, ça marche pas, on retire et on tente quelque chose d'autre à la place. C'est l'idée vraiment, voilà, d'avoir un incrément positif constamment. Et l'opposé, du coup, c'est Keikaku, qui veut dire donc le changement radical. Et donc c'est justement l'opposé de Kaizen au niveau des termes japonais. Un point aussi, c'est que, et je le répète assez souvent parce que les gens parfois ont tendance à l'oublier. Kanban est une méthodologie. Scrum est un framework et donc c'est important pour tous les développeurs. Par exemple, donc on peut utiliser React avec JavaScript. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans React. Le framework nous empêche de le faire, alors que si on utilisait juste JavaScript, on pourrait le faire. Et c'est souvent cet exemple-là ou cette analogie que j'utilise pour bien différencier Scrum de Kanban. Scrum, il faut mettre en place toutes les règles. Et ensuite, à l'intérieur, on peut rajouter des choses qu'on a besoin, mais on ne peut pas toucher à l'existant. React, je reprends l'exemple, dans React, on ne peut pas changer certaines briques fondamentales, mais on peut toujours rajouter notre logique par-dessus. Mais on peut pas changer le cœur de ce que représente React. À la différence de Kanban, qui du coup est une méthodologie, et là, c'est vraiment l'idée que tu as dit de boîte à outils, où du coup, Kanban va proposer les meilleures pratiques, ce qui fonctionne. On va parler de Toyota, mais ce qui a fonctionné pour eux quand ils l'ont créé et pourquoi ils l'ont créé. Et l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, il y a tous ces outils à votre disposition. Nous, on les utilisait pour ça. Faites ce que vous voulez, et avec pareil des degrés, c'est-à-dire il y a la surface qui est plutôt facile à faire, et plus on descend dans les couches, plus les changements sont difficiles, et en plus n'ont pas forcément plus d'impact. C'est juste qu'ils sont plus difficiles et plus fine-tune à mettre en place. Mais voilà, c'était juste avant qu'on continue. Mais Kanban, c'est vraiment l'idée d'avoir cette boîte à outils. On peut piocher les meilleures idées, à la différence de Scrum et c'est là où les gens foirent souvent l'implémentation de Scrum, c'est qu'ils pensent que c'est juste une méthodologie en se disant ouais, le daily c'est sympa, je vais le faire. La rétro, ça a l'air assez cool. Non, les plannings, non, je vois pas l'intérêt. On peut laisser nos seniors, les fameux conseils des seniors, décider de ce qu'il faut faire, et ils vont nous donner en plus la timeline. Donc c'est là où ça foire. C'est parce que Scrum, il faut tout prendre et ensuite décider de rajouter des choses. Kanban, on peut vraiment faire pick and choose, j'ai envie de dire. Mix and match. Mix and match, pardon. Donc c'est exactement. Puis tu peux vraiment adapter à ton besoin. Exactement. C'est aussi pour ça que c'est juste pour finir là-dessus. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens trouvent que par exemple Kanban c'est plus facile à mettre en place. Moi je ne trouve pas, justement, et c'est les plupart des personnes qui ont de l'expérience dedans vous diront l'inverse. Scrum c'est beaucoup plus facile parce que Scrum il y a les règles du jeu, vous les appliquez
Et ensuite, vous pouvez faire des choses. Mais le scope, le framework est très insiste sur certains points clés à mettre en place. Kanban, c'est vraiment genre, faites ce que vous voulez, mais voilà les idées. Et donc, je trouve beaucoup plus difficile à mettre en place puisqu'il faut matérialiser les idées proposées, à la différence de Scrum qui donne vraiment un how-to étape par étape de comment mettre en place Scrum. Donc, alors, on va, avant de commencer à parler de l'historique et de Toyota, j'ai bien envie qu'on crève un abcès tout de suite. Donc, si vous avez déjà créé un Kanban board dans Jira, et que du coup, la représentation que vous avez d'un Kanban board, c'est ce que vous avez dans Jira, je suis désolé de vous apprendre que ce n'est pas la réalité. Faux. Quoique, encore une fois, vu que c'est une méthodo, est-ce que du coup, un board sans les doubles colonnes, est-ce que c'est vraiment du Kanban ou pas? Techniquement non, mais à nouveau je peux pas dire non, sinon je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. Donc non, Kanban le préconise très fortement puisque en anglais on utilise le terme de pooling system quand on parle de Kanban, mais on va expliquer pourquoi. Mais moi je dirais oui et non. Oui parce qu'on peut quand même commencer Kanban sans les doubles colonnes, mais est-ce qu'on peut vraiment faire du Kanban à fond les ballons et en tirer les meilleurs bénéfices? Là, la réponse est clairement non, c'est pas possible. On est d'accord. Donc Toyota. Donc Toyota, ils font toujours des voitures, et ils faisaient beaucoup à la main à l'époque. Et ils avaient un petit problème. Ils avaient des problèmes qu'ils avaient une grande chaîne d'assemblage. Et que il fallait se mettre constamment, se synchroniser de façon à que ce soit le plus efficace possible, qu'on arrive à avoir la cadence la plus haute possible, que chaque voiture passe le moins de temps sur la chaîne pour ensuite pouvoir être sortie, testée et vendue. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser tout ça? Parce que finalement, le problème de la chaîne d'assemblage, c'est finalement ça, quoi. Enfin, les grandes métriques, on y reviendra, mais les grandes métriques qu'on regarde, c'est quelle est ma vélocité, combien de voitures je peux sortir par heure et combien de temps chaque voiture va passer sur la ligne. Et de là, une fois qu'on a ces métriques-là, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup de dupliquer telle ou telle ligne ou telles étapes, etc. Et donc Toyota, ils ont commencé à un peu réfléchir à tout ça, et ils ont mis en place un système de cartes. Système de cartes, donc on appelle ça des signal cards en anglais. J'ai réussi à traduire un petit peu dans mon conducteur, alors ça va pas forcément être les meilleures traductions, mais bon, vous m'excuserez. Mais du coup, ils ont créé des cartes de signal, et des cartes de signal qui permettent justement de signaler. Et c'est là qu'on commence à arriver sur le pooling system finalement. Doucement mais sûrement, c'est un peu la première partie. C'est que, du coup, pour résumer l'idée globale, on dit de Kanban que c'est un pooling system, donc un système qui se tire, un système de tirage, pour lequel en fait on va jamais pousser une tâche à la personne d'après, ou à l'équipe d'après, ou à l'atelier d'après, à l'étape de conception suivante. On va jamais lui pousser des trucs, on va juste signaler que c'est prêt, et que ensuite eux, à leur convenance, l'équipe d'après, peu importe l'étape d'après, va pouvoir se saisir du travail, l'effectuer, et à son tour envoyer un signal pour dire à l'étape d'après, c'est prêt. À la différence et du coup c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on n'a pas avec un Kanban board bête et méchant genre to do doing done, c'est que en fait voilà, ça pousse quoi, to do doing done, au final je pull quand je veux du to do, je le fais et ensuite je le pose, c'est terminé. Mais dès qu'il y a plus d'étapes, si vos développeurs c'est eux qui mettent dans la colonne QA, du coup ils imposent au QA de prendre du travail même s'ils sont déjà débordés. Bref, ça part un peu dans les graviers, mais en gros, tout part de la carte. Donc ils n'avaient pas de système automatisé, ils avaient un système de carte. Et donc pour prendre un exemple concret de Toyota, j'aime bien prendre l'exemple des pare-chocs parce que c'est un que, je sais pas, qui est assez classique. Voilà, il y a une personne qui va
être sur la ligne d'assemblage. Il a une pile de N pare-chocs à côté de lui, et il va les prendre un par un et les monter sur la voiture, et ensuite les voitures défilent et il les monte un par un. Et dans cette pile, vers la fin de la pile, mettons à l'avant-dernier pare-choc, peu importe, il va y avoir une carte. Sur cette carte, il va y avoir un numéro, il va y avoir une heure de début, il va y avoir tout un tas de trucs, de données, mais lui, à la limite, il s'en fout de ce qu'il y a de marqué dessus. Quand il voit ce ticket, il le prend, il le lève, il le met sur une machine, peu importe, il le met en évidence, et il y a une personne, la personne d'avant, qui va voir ce ticket, et pour lui, ça va être le signal. Ça va être le signal que on a bientôt plus de pare-choc, et il faut ramener une nouvelle pile, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, la personne va pouvoir ramener la pile juste au moment où l'autre a fini sa pile de pare-choc, et c'est reparti. Et du coup, la personne qui s'est saisie de ce ticket va pouvoir l'emmener avec lui et va pouvoir ensuite aller voir peut-être la personne qui gère le stock de piles de pare-choc, parce que peut-être que eux ils sont à la fin, etc., etc. Donc c'est une façon d'optimiser, d'avoir vraiment comme ça une boucle de feedback très, très riche. En fait, à chaque fois qu'il y a un échange, il y a un feedback et ça permet de remonter la chaîne. Donc ça permet en fait au début du flux, à la source, de s'adapter en fonction de la demande qui est au niveau de la consommation. Enfin, si on parle de source et d'évier en système réactif, je vais prendre un peu cette analogie-là. On a la source tout au début et l'évier tout en bas. Du coup, c'est toujours la source qui va s'adapter à la capacité de l'évier pour pas que ça déborde, quoi. Donc voilà l'idée en gros qui a été développée par Toyota, et du coup il y a tout un système. Du coup, évidemment, une fois qu'on a ce système là qui fonctionne, une fois qu'on commence à regarder un peu les heures de début et de fin qui sont marquées sur chaque ticket, on va pouvoir se rendre compte quand on a des problèmes, là on a des coulots d'étranglement, et donc ensuite on va pouvoir commencer à optimiser. Il y a tout un système tout un ensemble de principes là-dessus. Est-ce que c'est à peu près... Ça me semble plutôt bon, ouais. Faut aussi savoir, du coup, un truc qui est très intéressant, et c'est là où, justement, Kanban, c'est aussi l'idée d'avoir des cycles dans le cycle. Le cycle, donc on va en reparler après, mais c'est ce qu'on appelle le value stream. Donc si on prend le value stream de Toyota, c'est j'ai besoin de la voiture est prête. Littéralement, on peut l'embarquer dans la concession et la vendre ou directement livrer chez le client. Enfin, pas à l'époque, mais maintenant. L'idée aussi, c'est d'avoir que ce qu'on vient d'expliquer pour les pare-chocs, Toyota le voulait pour les voitures. C'est-à-dire qu'en fait, Toyota avait aussi un problème où, comme d'autres constructeurs automobiles, en fait, ils avaient des voitures qui devaient brader parce qu'ils en avaient trop produit par rapport à la demande. Ils ont aussi eu le problème inverse où ils ont eu du coup des pénuries de modèles qui marchaient très bien et ils n'avaient pas du coup ce système, puisqu'en fait, de le moment où, mettons par exemple, une voiture se vendait correctement, il y avait une perte de vente, un nouveau modèle était disponible, on commençait à l'assembler sur la chaîne et on se rendait compte que le modèle 6 mois plus tard prenait un essor de malade. C'était aussi trop tard, parce qu'en fait la chaîne de production produisait les nouveaux modèles, plus le modèle qui se vendait, donc ils se trouvaient en pénurie de modèles qu'ils auraient pu vendre et qu'en plus qu'ils avaient bien produit déjà, donc les marges devenaient de plus en plus intéressantes, mais ils étaient déjà sur un nouveau modèle. Donc du coup, il y avait aussi cette idée chez Toyota de rationaliser la production des usines par rapport à la demande du marché. Et donc ça se faisait exactement de la même manière que la personne sur la chaîne qui demandait à être approvisionnée en pare-choc parce qu'ils en avaient plus et ils savaient qu'ils allaient devoir continuer à assembler des voitures. La même chose se passait dans les usines. Les usines annonçaient que leur stock, enfin qu'ils allaient bientôt arrêter de produire la voiture, et à ce moment-là, ils vérifiaient dans leur concession s'ils avaient besoin de la demande continuer, descendre ou augmenter, et en conséquence, ils ajustaient leur chaîne de production. Donc voilà, pour faire un aparté aussi là-dessus. Donc c'était au niveau micro de l'atelier des pare-chocs, mais aussi à niveau macro des usines et même de toute la chaîne de production de tout Toyota Japon ou même niveau mondial pour leurs voitures. Exactement, c'est quelque chose qui est très séduisant avec Kanban, c'est que effectivement, avec Kanban, on n'est pas limité à un seul tableau, un seul board. Mais surtout, tous ces boards sont interconnectés et peuvent s'interconnecter dans le sens où on peut avoir deux équipes qui ont chacun leur board et la fin d'un board d'une équipe et le début de l'autre. Mais on peut aussi avoir des vues à différents niveaux de zoom, où finalement une colonne pour une équipe, je sais pas, pour les managers d'une usine. Pour eux, quand une voiture est en production, ça peut être une seule colonne, parce que avant, elle est, je sais pas, il y a de la demande. Avant, elle va être demandée, ensuite elle va être testée, ensuite elle va être livrée peut-être. Et pour les managers, ça va être juste quand elle est en production, c'est juste en production, alors que
pour toute l'équipe en dessous, production, pour eux, il y a beaucoup plus d'étapes. Donc eux, ils vont avoir un board qui représente toutes ces étapes complexes. Ça permet à chaque personne de visualiser les informations dont il a besoin. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé moi très intéressant. Alors après, justement, encore une fois, Kanban permet ça. Vous pouvez kanbaniser toute votre entreprise, mais vous pouvez aussi commencer par juste une équipe, par juste une étape de la conception d'une seule équipe, et ensuite, doucement mais sûrement, si ça prend et s'il y a des bons résultats et si la méthodo plaît, etc. Ensuite, c'est des choses qui peuvent être étendues à n'importe quelle équipe. En plus, on ne parle pas forcément que d'ingénierie. Hein. Ça peut être l'équipe produit, ça peut être l'équipe de vente, ça peut être vraiment tout. Et ensuite, toutes ces informations-là mises ensemble, si c'est bien fait et bien l'architecture est correcte, derrière, ça permet aussi d'utiliser toute cette donnée-là pour créer de la valeur ensuite à des niveaux plus hauts, avec des niveaux de zoom qui vont être forcément plus réduits. Mais ça va donner de la visibilité à tout le monde sans qu'ils aient besoin de savoir exactement où en est chaque produit ou chaque feature ou chaque fonctionnalité, à quelle étape de conception ça est. Mais au moins, ils peuvent peut-être savoir où ça en est, si on en est au début ou à la fin, ou dans quelle équipe c'est, etc. Bref, c'est quelque chose de très séduisant. Et l'idée aussi, comme tu viens de le dire, c'est que là où Scrum est pour le coup vraiment un framework adapté pour le développement de logiciels informatiques, Kanban est plutôt agnostique puisque c'est plus une manière de gérer un stock. Et donc là, dans l'exemple, on parle quand même de Toyota qui a inventé cette méthodologie qui est maintenant utilisée principalement, je dirais, enfin là où je l'ai vu le plus utilisé, c'est dans l'ingénierie. Mais il faut savoir que Toyota eux-mêmes se sont inspirés du système de réapprovisionnement des supermarchés pour arriver à leur système de Kanban. Donc pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus accessible pour beaucoup d'industries, par rapport à Scrum, où j'ai vu des essais de l'adapter à autre chose que du développement logiciel, j'ai jamais été convaincu. Kanban, très clairement, fonctionne pour énormément d'industries. Et je trouve même qu'il y a certaines industries où ça marche mieux encore que le développement logiciel. Puisque le développement logiciel, on a une part d'inconnu systématique dans ce qu'on fait. On peut essayer de rationaliser les processus au maximum. On aura toujours une part on ne sait pas, surtout quand on fait de l'exploration, enfin du travail d'exploration, là où dans certains métiers, on sait que pour une tâche donnée, on a un temps très précis qui est reproductible 1000 fois. Dans ces cas-là, Kanban s'adaptera beaucoup mieux. Plus on peut déterminer, en fait, plus on sait d'avance combien une tâche va prendre, une activité va prendre, plus Kanban sera facile à mettre en place, puisqu'on peut tout rationaliser et surtout simplifier les processus. Exactement, parce qu'on était vraiment avec Kanban sur une idée d'optimiser le flux, quoi. Donc moins on a d'inconnus sur le temps de réalisation des tâches, le plus on va pouvoir derrière optimiser. Et oui, comme tu le disais, Kanban c'est pas nouveau et l'idée derrière est encore moins nouvelle, parce que finalement c'était un peu une approche réductionniste. Hein. On va essayer vraiment de garder un temps constant pour chaque tâche, et plus c'est constant, plus on va pouvoir ensuite faire des prédictions. Et c'est là que Kanban peut être assez intéressant. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à l'amener jusqu'aux prédictions, mais on parlera des métriques et tout ça un peu après. Mais parlons du board pour l'instant. Donc, parce que le Kanban, c'est Kanban board. Même quand on fait du Scrum, c'est du coup, je vais faire un Kanban board. Donc du coup, parlons du board. Donc, de board. Qu'est-ce que Quates, mon petit Pierre? Alors, le Kanban board. Donc, du coup, c'est un des principes de Kanban, et c'est d'ailleurs le premier qui est mis en avant, c'est visualiser. Donc, l'idée vraiment, c'est donc, comme disait Julien avant, de commencer avec ce qu'on a. On peut faire du Kanban avec un tableau, des outils. Je ne raconte pas Jira. Mais voilà, il y a des outils informatiques. On peut faire un tableau physique. On peut utiliser 1001 façons de faire un tableau, un board. Mais il y a quelque chose de simple à retenir. Un Kanban board commence toujours par un to-do, finit toujours par un done. De la même manière que j'expliquais tout à l'heure qu'on a un grand cycle, donc on prend l'usine Toyota, le to-do c'est je veux ma voiture, le done c'est j'ai ma voiture.
pour l'atelier de pare-choc, le to-do, c'est il faut que j'ajoute le pare-choc. Le done, c'est j'ai ajouté le pare-choc. Avec cette idée en tête, donc on obtient un board où on a donc ce qu'on appellera le value stream, c'est-à-dire le to-do le plus à gauche avec le done, donc pardon, le à faire le plus à gauche avec le terminé le plus à droite. Ça doit être qu'est-ce qu'on produit. Donc Toyota, c'est des voitures. La plupart des ingénieries, ce sera une fonctionnalité ou un projet. Ça dépend à nouveau du scope dans lequel on est. Prenons une fonctionnalité. Comme ça, on garde quelque chose d'assez simple. L'idée, comme on disait, c'est donc d'avoir le to-do et done. Entre deux, évidemment, on a ce qu'on appelle des activités. Quand on crée le Kanban board, l'idée, c'est de dire j'ai mon value stream, donc j'ai je ne sais pas le traduire, chaîne de valeur, mon flot de valeur, chaîne de valeur, flux de valeur. Flux de valeur, je crois, c'est le terme francisé. Donc, on a le flux de valeur. Ensuite, on va dire, OK, comment est-ce qu'on ajoute cette valeur? Quelles sont les étapes qu'on a besoin? Quelles sont les étapes nécessaires pour créer cette valeur? On va prendre un exemple simple. Donc, à nouveau, fermer les yeux, essayer de le visualiser avec nous. On aurait donc, par exemple, à gauche, à faire. Ensuite, on aura, on va dire, 4 étapes principalement. Le développement, la code review, le test, le déploiement, et une fois déployé, on peut dire c'est fait, c'est down. Donc là, on a délivré la valeur. Pour ce système-là, comme on expliquait, on va avoir besoin des 2 colonnes. C'est-à-dire une colonne qui va dire à faire et une colonne qui est... il y a une colonne qui va être en progression, une colonne qui sera faite. L'idée, donc, on va reprendre. Donc, on démarre tout à gauche avec une colonne qui est agnostique d'un atelier ou d'une spécificité. Donc, c'est pas une activité, c'est juste à faire. On va voir la première étape dont on parlait, l'étape de développement. Donc là, quand un développeur est disponible, il va du coup prendre une des features à faire dans la colonne à faire, le mettre en progrès. Donc, c'est-à-dire que ça a pour signaler, comme on disait, l'idée des signal cards, de signaler aux autres personnes avec qui on travaille, actuellement, moi, je suis en train de travailler là-dessus. La personne va travailler, pas de souci. Une fois le travail effectué, elle va le mettre dans la colonne down. Donc, down, fait. Une fois que ça arrive là-dedans, à nouveau le signal, si une carte est dans la colonne down pour le développement, alors la prochaine étape qui est la code review, on va pouvoir, une fois qu'un développeur sera disponible pour effectuer la code review, il va pull, donc tirer la carte qui est faite pour le développement en train d'être fait pour la code review. Une fois que le développeur a fini sa code review, il le met en terminé. Si elle est dans la colonne de terminé, alors la prochaine étape, le prochain atelier, si on prend l'exemple de Toyota, sera le testing, donc de tester. À nouveau là, donc potentiellement, ce sera pas forcément un développeur. Là, on va changer de type de personne qui va effectuer l'activité. On sera à 90% du temps un QA, donc un Quality Assurance qui va prendre la carte, le mettre en progrès. Une fois le queuing terminé, si tout se passe bien, terminé. Dernière étape, là, un développeur ou peut-être un DevOps prendra la carte, un SRI peut-être même, le déploiement, en progrès, le déploiement terminé. Et une fois que là, le déploiement est terminé, là, on pourra la tirer dans down, mais down pour le value stream, de manière à dire, voilà, on a déployé, le déploiement est terminé. Peut-être que là, ce sera un PM, du coup, un product manager ou un product owner qui va aller sur le site, vérifier que là, ça a bien été déployé, qui peut tester sa petite feature. Et dans ces cas-là, c'est lui qui tirera une dernière fois la carte dans down, terminé. Et là, on considère que la feature a été développée, code review, testée, déployée et qu'elle est finie. Et dans ces cas-là, on peut passer à la prochaine, sachant qu'évidemment, là, on parle juste avec une carte ou une feature à la fois. On peut évidemment paralléliser le travail s'il y a plusieurs ingénieurs de disponibles. L'idée étant de ne jamais forcer l'étape suivante, c'est-à-dire que en tant qu'ingénieur, je prends une tâche qui est à faire, je la développe et je la mets juste comme étant développée. C'est pas à moi d'aller la pousser sur une code review, c'est à la personne disponible de la prendre et de faire le travail. Donc vraiment cette idée de tirer et de ne pas pousser le travail sur une autre équipe. Un petit point aussi, donc souvent quand on regarde dans les boards, il y a des numéros qui sont affichés à côté de ce qu'on appelle des activités. Donc là, dans nos activités, l'exemple qu'on donne toujours, donc là on a développement, code review, test et déploiement. On va pouvoir mettre des work in progress, donc des limites du travail en cours. Limite de travail en cours, plutôt pas mal, je pense, une traduction. Et l'idée étant de dire, par exemple, mettons, on a 10 ingénieurs, mais on n'a que 2 QA. Au niveau des ingénieurs, on va pouvoir du coup répartir, donc sachant que imaginons que les ingénieurs fassent le déploiement, la code review et le développement. On va pouvoir, par exemple, mettre des WIP limits de 3 et 3 sur de la code review. Mais si on n'a que 2 QA, effectivement, on pourra avoir que à maximum 2 features qui sont testées en même temps. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une WIP limit, donc une limite du travail en cours, uniquement sur l'activité
activités de test, pas forcément sur les autres activités. Et donc, en mettant une limite sur le testing, donc le test, on va pouvoir en avoir que 2 à la fois. Ce qui va pouvoir arriver, du coup, c'est qu'on va se rendre compte au bout d'un moment qu'on va avoir un bottleneck, donc un embouteillage, en ayant, par exemple, beaucoup de tâches qui sont faites au niveau de la code review, mais seulement 2 tâches à la fois qui sont dans le in progress. L'intérêt immédiat de ça, par exemple, c'est si jusqu'à maintenant le test était réservé uniquement au QA et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses à QA et qu'il n'y a pas assez de QA, on peut se dire on demande à recruter plus de QA. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est former les ingénieurs à faire eux-mêmes le QA et du coup, on va pouvoir monter la WIP limit si jamais on a 1, 2, 3 ingénieurs qui du coup maintenant sont capables de faire du testing, du test. L'idée étant vraiment que c'est uniquement en mettant ces WIP limites qu'on va se rendre compte, on va forcer du coup à créer ces embouteillages et à dire ok, là on a que 2 personnes, donc on peut avoir une WIP limite que de 2. Bah regardez, on a 15 features qui sont prêtes à être testées mais qui ne le sont pas parce qu'on a que 2 QA. Et donc l'idée c'est en visualisant ces colonnes qui du coup va commencer à s'entasser le travail, on va se dire ok, là on va pouvoir regarder et essayer de mettre en place quelque chose pour fluidifier le travail, puisqu'en plus ce qui risque d'arriver de facto, c'est qu'on aura énormément de travail de disponible pour le test, mais que au niveau du déploiement, on aura généralement très peu de travail de disponible. Donc dans ces cas-là, l'idée va être de OK, comment est-ce que je remets en place mes effectifs de manière à fluidifier le travail. Voilà. Je pense que c'était juste pour les WIP pour vraiment introduire, mais c'est un des concepts qui est déjà plus avancé. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on a une value stream, on sait comment on veut produire telle valeur, ok. Quelles sont les activités à mettre en place pour produire de la valeur, ok. On met en place les doubles colonnes de manière à ne jamais pousser de travail sur une équipe ou une activité, mais de justement pouvoir la tirer vers nous. Et on peut même aller jusqu'à mettre en place des WIP limits de manière à limiter combien de tâches ou de cartes. Donc là, on parle normalement de work item, donc de pièces de travail qui peuvent être faites en même temps en parallèle et donc de limiter souvent par rapport au nombre de personnes disponibles et de pouvoir mettre en évidence là où on a des bouchons. Effectivement, donc c'est très bien. Je vais essayer de refaire une boucle pour être sûr, parce que c'est vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Après, le reste, c'est des détails, c'est d'autres trucs, c'est pour aller un peu plus loin, etc. Mais le Kanban board, faire un beau Kanban board et comprendre le concept de pooling system et de double colonne et de WIP limit, c'est vraiment pour moi les 3 concepts fondamentaux. Donc on a vraiment les étapes de notre value stream, donc toutes les étapes dont j'ai besoin pour créer de la valeur, pour que quand ma tâche arrive à la fin, il y ait effectivement une valeur qui a été créée pour l'utilisateur ou pour la personne qui est liée à ce value stream. Pour chaque étape, donc là en l'occurrence, dans notre exemple, on a 4 étapes: développement, code review, testing et déploiement. Pour chacune de ces 4 étapes, il y aura 2 colonnes. Donc chaque colonne est divisée en 2 sous-colonnes, une qui est en progrès et une qui est terminée, de façon à ce que, à chaque fois qu'une étape est faite, on peut signifier à tout le monde que cette étape est bien faite et qu'elle est prête à être prise par l'étape d'après. C'est important parce que, imaginons qu'on n'ait pas ces doubles colonnes. Quand j'ai quelque chose qui est en développement et que moi, en tant que développeur, j'ai terminé, qu'est-ce que je fais ? Soit je le garde en développement, et du coup, personne ne sait que c'est terminé, ou alors je veux montrer à tout le monde que c'est terminé, du coup, je le mets en code review, mais peut-être que la code review n'a pas commencé. Et donc, du coup, tout le monde pense que c'est en train d'être traité en code review, alors que peut-être que pas du tout. Donc en gros, c'est d'une première part pour visualiser justement le flow, comme tu disais, le premier principe de Kanban. Pour visualiser le flow, ça permet d'être plus précis, d'avoir des doubles colonnes, ne serait-ce que pour ça. Et ensuite, ça permet, d'un point de vue des métriques, ça permet aussi de calculer très rapidement, de savoir combien de temps un objet va passer à être idle, à ne pas bouger. Tout le temps que quelque chose est dans une sous-colonne terminée, ça veut dire qu'une étape a été terminée et que personne ne s'occupe de cette étape-là, probablement parce qu'ils sont occupés à traiter d'autres tâches qui sont plus loin dans le flux. Le jeu ensuite, ça va être d'essayer d'avoir des tâches qui sont le moins idle possible. Et du coup, les WIP limits, elles, donc les limites de travail. Limite de travail parallèle.
comme on a dit. Il y a les limites de travail. Donc le nombre va essayer de artificiellement limiter le nombre de tâches qui est même pas forcément une équipe, qui est dans une étape spécifique, de façon à éviter de créer un embouteillage. Effectivement, en général, on met une WIP quelque part, et ensuite on va se rendre compte très vite. Ça va, en fait, le fait de bloquer une des inconnues, parce que finalement c'est quelque chose qui est complètement variable, finalement ça va varier en fonction du flux. Le fait de bloquer à un endroit, ça va de facto montrer où se trouve le premier embouteillage possible. Ça va être soit à la fin, soit après, soit on va mettre une whip de 10 et on va se dire oh ben non, en fait on l'atteint jamais. Bon, ben, ça veut dire que le problème il est en aval. Si on met une whip de 2 et qu'on l'atteint tout de suite, ou si on met une whip de 10 et qu'on l'atteint tout de suite, ça veut dire qu'on a un problème en amont. Enfin, pas forcément un problème, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. En fait, les whips permettent de regarder le flux, de l'analyser et de trouver où est le prochain embouteillage. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir modifier. Alors, il y a des formules qui permettent de faire ça, il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent, il y a un certain nombre de principes fondamentaux aussi. Par exemple, les optimisations locales, en général, augmentent le temps qu'une carte passe dans le système. C'est un des principes fondamentaux. Donc, il y a aussi des choses. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, par exemple. Donc, ça se repose. Voilà, je fais beaucoup de choses en même temps. Tout ça se repose sur la loi de Little. Qui a été inventé avant Kanban. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé, notamment pour visualiser assez simplement. On peut penser au fil de drive au McDo. Les fils de drive au McDo, on peut vite se demander oh mais attends, ça fait 20 minutes que j'attends, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas plus de caisses? Mais en fait, quand on met ça dans la loi de Little, et qu'on visualise un petit peu avec les principes fondamentaux de Kanban, on se rend compte que en fait, le système, s'il est comme ça, c'est parce qu'il marche bien comme ça. Et que si on rajoutait une caisse, en fait, ça mettrait le jus en cuisine, etc. Et il y aurait des problèmes. Après, en fait, ça ferait une optimisation locale, mais en fait, ça complexifierait le flux. Bref, je sais pas si c'est plus clair. Toujours est-il que un autre principe fondamental, c'est le fameux stop starting, start finishing que je répète, je pense, tous les jours au boulot. Mais ça finit par rentrer. Mon PM, si tu m'écoutes, Dany, l'a cité l'autre jour, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc ce stop starting, start finishing, ça, encore une fois, ça explique, c'est une façon de parler des whip limits finalement, ou au moins d'un des principes de Kanban, qui est justement arrêter de commencer des trucs, déjà commencer par finir les trucs. Donc avec cette idée que finalement on veut pas se lancer sur 50 000 choses à la fois. Il y a des jeux qui sont hyper faciles à faire avec le jeu où on tourne les pièces, etc. Qui permet de visualiser aussi un peu comment les flux fonctionnent et comment. Je pensais à un autre exercice, l'exercice des chiffres où tu tires trois colonnes, une où tu vas écrire des chiffres en chiffres numériques, un en chiffres romains et un en lettres. Et du coup, tu dois aller de 1 à 10 en faisant colonne par colonne ou alors ligne par ligne. Et tu te rends compte que c'est une façon de visualiser assez rapidement. Si tu chronomètres, tu te rends compte qu'il y a une méthode, la méthode par ligne, elle va te prendre 5 fois plus de temps que la méthode en colonne. Ça permet de montrer aussi que le changement le contexte switching, le changement de contexte régulier, c'est hyper mauvais. Et c'est aussi une des choses qu'on essaie d'éviter dans le Kanban, notamment avec les whip limits, en se disant que si on a beaucoup de travail, si une équipe travaille sur trop de choses à la fois, ils vont pas y arriver. Parfois on a tendance à se dire que si on les met que sur un seul truc à la fois, ils vont pas avancer. Si, en fait ils vont avancer, parce que du coup il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont pouvoir se mettre dessus en même temps, peut-être on va avoir des trucs un peu plus quali, etc. Et en plus on va pas mettre le jus à l'équipe d'après quand ça va sortir. Il y a toujours cette idée aussi de penser à l'équipe d'après. Donc les whip limits permettent aussi de pas mettre le jeu, parce que si une équipe dev a qu'un seul truc à faire, parce que
ou est super véloce et a 10 choses qui sont faites et prêtes à être testées, l'équipe de test, ils sont sûrement sur les rotules parce qu'ils ont du travail qui arrive pas possible. Peut-être qu'il y a une personne pour le test et 10 personnes pour le dev, admettons. L'équipe de test, elle va être tout le temps sur les genoux pour essayer de sortir. Derrière, l'équipe de déploiement, ils vont se tourner les pouces parce qu'il y a un qui sort. Et du coup, là, au moins, on se rend compte d'un problème. Alors après, on peut le résoudre de différentes façons. On peut tester, on peut rajouter des devs, peut-être. On peut peut-être former, comme tu disais, les devs à faire du test. Mais aussi, on peut, je sais pas, on peut aller sur des trucs plus. On peut dire aux devs aussi, quand ils atteignent leur limite, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous tourner les pouces. Vous pouvez faire de la documentation, vous pouvez faire des entretiens d'embauche, vous pouvez travailler sur votre dette technique, vous pouvez faire tout ce qui ne mettra pas plus de travail sur le dos de vos collègues plus tard. Donc aussi, on a tendance à se dire, ah ben non, du coup, j'ai envie que toutes mes ressources soient au max, mais on a tendance vite à imaginer que les gens ne travaillent que sur ce qu'il y a dans le value stream. Non, en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils ont un job qui a plusieurs facettes, et peut-être qu'il y a d'autres facettes sur lesquelles ils peuvent travailler qui pourraient aussi créer de la valeur, et qui éviteraient de mettre le jus à d'autres équipes plus tard. Bref, c'est très beau tout ça, mais du coup, si j'ai plusieurs value streams, comment je fais quand j'ai des whip limits partout, comment je fais si j'ai une grosse urgence? Je suis obligé d'attendre que tout soit terminé pour fixer le bug? Malheureusement, oui. Et du coup, le business n'a plus de clients. Alors évidemment, non. Donc c'est là où justement... Donc Kanban amène donc deux concepts. Donc il y a un concept de swim lane et il y a un concept, c'est le même du coup, c'est ce qu'on appelle les classes de services en français, class of services en anglais. Et donc on va avoir l'idée du coût de retard et aussi du coût des swim lanes. Donc dans le cas par exemple que tu viens de donner, on va en fait avoir donc l'idée. Alors à nouveau on va vous demander de visualiser. On parle donc d'un axe avec donc deux axes. Dans l'abscisse on a donc pour le X on va parler donc du délai, donc du temps, et pour le Y on va parler du délai, mais là pour l'argent. Donc par exemple dans l'exemple que tu viens de donner, si on a quelque chose qui est urgent, ça veut dire que le coût d'attendre de le livrer va directement corréler par le prix que ça va nous coûter. Donc par exemple s'il y a une feature dont on sait absolument que nos utilisateurs en ont besoin, chaque jour qui passe où on n'a pas livré cette feature là, on sait que c'est de l'argent qu'on rate. Donc dans ces cas-là, on va créer ce qu'on appelle le expedite, donc qui est urgent, je pense, oui, urgent en français. L'idée, donc, ça va être de dire voilà, si on avait du travail en cours, mais que quelque chose d'urgent arrive, on va essayer de continuer à pousser ce qui est en cours, mais on va essayer d'assigner des ressources de manière à ce que le plus rapidement possible, on puisse pousser ça. Et donc, on va pas utiliser, donc si on visualise donc à nouveau le tableau, donc là on avait parlé des colonnes, là maintenant on va parler au niveau des lignes. Donc au niveau des lignes jusqu'à maintenant, si on part du principe que tout doit aller en même temps, on va utiliser une seule ligne, c'est-à-dire le travail est normal, ce qui est le plus haut c'est le plus important, ce qui est le plus bas c'est le moins important. Je suis développeur, voilà, je suis disponible pour faire une code review, j'ai 4 tickets dans la colonne done, donc fait du développement, je vais prendre la première carte et je vais faire la code review dessus. Maintenant, si je suis exactement dans le même cas où on a du travail dans la ligne normale, mais j'ai un seul ticket qui est dans la swim lane, donc la ligne de natation, ligne de nage. Alors en gros, quand vous allez à la piscine, il y a des lignes qui sont mises en place pour que les personnes puissent nager sans être bloquées, et que du coup les gens couloir de nage, c'est le terme exact. Et donc l'idée en fait c'est que les gens ne se rendent pas dedans. Donc on va dire par exemple les 5 lignes donc quand vous utilisez la ligne, vous mettez à gauche, vous allez dans un sens et vous revenez dans la même ligne mais à droite, et du coup c'est pour le sens inverse. Donc ça c'est un peu l'idée d'avoir ces lignes là. C'est le même principe. Donc on va garder une ligne qui va être régulière, normale, donc le boulot comme il vient, et on va avoir une ligne spéciale qui va être la ligne à expédier, donc très urgent, ou urgent tout simplement. Et donc dans ces cas-là, si jamais, on reprend mon exemple, je suis prêt à prendre une code review, j'ai 6 tickets en normal et j'ai un ticket dans la ligne urgent, je vais de facto prendre le travail donc en code review qui est dans la ligne urgente
avant donc de prendre ce qui est dans le normal. Évidemment, tout de suite, il y a un risque. Qu'est-ce qui se passe si tout est urgent ? Eh ben, si tout est urgent, malheureusement, c'est là où on perd le bénéfice. C'est-à-dire, c'est comme l'enfant qui crie au loup. À force de dire que tout est urgent, tout doit être fait pour demain, eh ben, on perd la notion de ce qui est réellement urgent et on crée simplement ce qu'on appelle de la panique en fait. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de dire on réserve cette ligne-là quand il y a vraiment quelque chose d'urgent. La plupart du temps, on peut très facilement imaginer des bugs en production passeront très fortement par ces lignes-là. Si jamais on a le système de login qui tombe, chaque minute passée où le système de login est down, c'est potentiellement des clients qui ne s'inscriront pas sur votre site, votre service, enfin voilà. Et donc évidemment, directement, le plus de temps, donc comme je reprenais l'exemple tout à l'heure, le plus de temps qui passe sans que ce soit réglé, c'est un coût immédiat perdu au niveau des rentrées d'argent de l'entreprise. L'exemple aussi, donc un autre exemple qu'on peut donner dans l'idée des swim lanes, c'est l'idée d'avoir quelque chose à date fixe. Donc par exemple, on parle de deadline. Mettons, donc on va prendre l'exemple du Royaume-Uni. On sait qu'en 2024, on va demander à toutes les personnes qui font leur comptabilité de l'avoir disponible de manière électronique. Nous aujourd'hui à GetGround, on propose un système de comptabilité. On sait qu'au 1er janvier 2024, au 1er avril 2024, puisque au Royaume-Uni, particularité du pays, les années fiscales commencent au 1er avril et non pas au 1er janvier. Dans ces cas-là, si au 1er avril 2024, on n'a pas mis en place ce système, on sait qu'il y a des clients qui ne voudront pas rester avec nous parce qu'on n'aura pas ce système-là. Dans ces cas-là, au niveau de la ligne, donc là tout à l'heure, c'était une ligne qui partait très haut, très vite, parce qu'on avait un coût de perdu au niveau de l'argent. Là, dans le cas d'une deadline fixe, on va avoir un coût qui est inexistant, tant qu'on est dans la période où on n'a pas atteint la deadline, mais on sait que le jour où on atteint la deadline et qu'on n'a pas mis en place ce qu'il faut, alors immédiatement, on a un coût qui va être du jour au lendemain, qui va se mettre en place et qui, lui, par contre, va rester fixe, ne va pas devenir pire avec le temps. Techniquement, un petit peu quand même, parce qu'on sait que si on l'a pas, les utilisateurs existants vont partir et les nouveaux ne viendront pas, mais c'est moins grave qu'un problème en production qu'on a immédiatement. Là, on sait que ça va venir. Donc l'idée, à nouveau, pour ces choses-là, c'est de le prévoir, de le visualiser dans le temps et de savoir que oui, on n'a pas besoin de s'en occuper cette semaine, mais il faut absolument que d'ici la fin de l'année, on ait réfléchi à comment on va le mettre en place et il faut absolument qu'en 2023, on l'ait implémenté. Donc c'est vraiment cette idée-là, si à nouveau on parle de l'échéance au 1er avril 2024. Donc ça, c'était les deux premiers, donc urgent. Les deadlines, donc des choses qu'on a besoin à date fixe. Ensuite, donc on revient donc ce que j'expliquais, le normal, donc ce qu'on appelle le standard. N'importe quelle tâche qu'on n'effectue pas va être à peu près 50-50 au niveau du coût, au niveau du temps par rapport au délai. Donc dans le temps pour le mettre en place par rapport à l'argent qu'on perd, ou du moins la rentrée d'argent qui se fait attendre parce que la fonctionnalité n'est pas encore disponible. Dans ces cas-là, on va simplement avoir une courbe qui va osciller soit au niveau du temps, soit au niveau du coût. Mais on sait que chaque jour qui passe où la feature n'est pas disponible, c'est un coût qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore. Là, on n'est pas, du coup, c'est pas en pic, en flèche, comme pourrait l'être pour quelque chose qu'on a besoin urgemment. Là, on va être sur quelque chose qui, plus le temps passe, plus une feature a du temps à arriver, plus c'est de l'argent qu'on ne rentre pas immédiatement. Le dernier cas de figure, qui lui est le plus difficile, je pense, à matérialiser ou même à sentir au niveau de la catégorie des 4 classes of service qui est proposée de base par Kanban, c'est ce qu'on appelle l'intangible, donc l'intangible. En français, c'est correct, on peut le transcrire immédiatement. C'est toutes ces choses qui ne sont pas matérialisées immédiatement, qui n'ont pas d'incidence immédiate au niveau du coût, qui peuvent traîner dans le temps, mais un jour ou l'autre vont devenir du coup urgents parce que on les a pas pris en compte assez tôt. Typiquement, pour les ingénieurs, on parle de la dette technique. La dette technique n'a pas d'incidence immédiate. On peut vivre avec de la dette technique jusqu'au jour où on peut plus. Et donc, c'est cette idée où, généralement, on arrive où on peut faire une feature, 2 features, 3, 5, 10 features sur un service qui va bien. Mais la 11e, on va avoir un problème qu'on a laissé traîner pendant trop longtemps. Et à ce moment-là, on va avoir un coût immédiat qui va être exponentiel puisque on va se retrouver du jour au lendemain une feature où les 10 dernières features ont pris en moyenne, on va dire 1 semaine, 2 semaines à mettre en place. Là, d'un coup, les ingénieurs vont venir en disant bon, écoutez, il va nous falloir 6 semaines pour le mettre en place. Et là, d'un coup, on se dira qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, dans ces cas-là, c'est parce qu'on a mis de côté trop longtemps la tech debt, l'intangible, c'est-à-dire les choses qui ne matériellement ou
dans la manière dont on mettait en place le travail, on l'a pas senti, on l'a pas vu, ou on a décidé de ne pas lui donner d'importance. Et le jour où on en aura besoin, alors là, on a une courbe qui part exponentielle, comme pour les problèmes urgents expedite, où là, on va avoir besoin très rapidement de sauter dessus. Donc c'est pour ça que Kanban préconise d'avoir une swim lane où c'est les choses qu'on sait qu'on va devoir s'occuper, mais pas dans l'immédiat. À nouveau, il y a des techniques à mettre en place pour être sûr qu'on s'en occupe. Donc par exemple, le système des 80%, 20%, où on demande par exemple aux ingénieurs de prendre constamment du travail qui vient de la swimlane standard 5 fois, et la 6e fois, on va leur demander de prendre un intangible, de manière à ce que on n'arrive jamais au cas critique qui est merde. On n'y a pas pensé, on n'a pas fait ce qu'il fallait avant et maintenant on doit payer le coup. Donc l'idée étant de trouver des solutions pour que vos équipes s'occupent de ces choses-là, même si personne ne pourra donner immédiatement de valeur dessus, puisque la valeur en fait n'arrivera que si ça se passe mal et que c'est pas pris en compte. Ouais, c'est là que Kanban commence à devenir vraiment intéressant, je trouve. C'est qu'on évolue plus dans un système à une seule dimension, on évolue tout de suite maintenant à 2 dimensions. Donc on a des value streams en plus les différentes swimlanes ne sont pas forcément les mêmes value streams en plus. Il peut y avoir des étapes avec ou sans. Vous pouvez décider, si vous le souhaitez, que les tâches urgentes ne soient pas testées. On vous le recommande pas, mais c'est totalement modélisable dans Kanban, et ça, quelque part, ça peut s'entendre dans certains cas. Et oui, et du coup les intangibles, moi c'est vraiment quelque chose ça m'avait fait péter le cerveau à l'époque, quoi. Je me dis putain, c'est génial, quoi, pour gérer sa dette technique. On peut avoir des whips sur les swim lanes aussi, et on peut avoir des minimums aussi. On parle souvent de maximum quand on parle de whip limit, mais on peut aussi avoir des whip limit minimum. Avec Pierre, à une époque, on avait monté un value stream où justement il y avait les intangibles qui étaient à minimum 1, c'est à dire que quand quelqu'un termine une intangible, et bien du coup au prochain stand-up on décide de laquelle on va prendre et de quelqu'un qui va travailler dessus. C'est une façon de se forcer, encore une fois. Donc après, il y a un certain nombre de choses qui s'appellent les policies en Kanban, qui sont une espèce d'accord sur lesquels on va se mettre. Alors ça va être des definition of done, donc des critères, quasiment des checklists. Moi, j'aime bien travailler avec des checklists qui veulent dire ok, ça c'est terminé, même quand une sous-colonne est terminée, ça c'est terminé, donc ça veut dire que ça. On peut aussi utiliser ces policies là pour créer des règles, comme finalement un logiciel ou une machine à état fonctionnerait. On va dire les règles pour utiliser ça, c'est ça. Donc ça peut être par exemple la règle des 80-20 pour les développeurs, etc. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas modélisé ou modélisable dans le board peut finalement être modélisé. Après, ça veut dire aussi que plus c'est compliqué et moins c'est dans le stream, et plus vous avez de chances de le louper et de ne pas l'automatiser, etc. Parlons métrique vite fait. Donc Kanban, c'est vraiment basé, c'est un système qui est très scientifique, hein, c'est vraiment l'organisation scientifique du travail. Donc ça permet de tirer un certain nombre de métriques. Alors il y en a plein, mais les plus importantes, les premières auxquelles on pense, c'est le lead time et le cycle time. Le lead time, je ne sais pas exactement comment le traduire, mais en gros c'est le temps passé dans le value stream une fois qu'il y a eu commitment. En gros, quand une carte sort de to-do, on démarre un chrono, et quand elle arrive dans done, on éteint le chrono. Et donc on prend aussi en compte le temps qu'une carte a passé à ne pas avancer. Ensuite on peut regarder le ratio du total de temps qu'elle a passé en idle, donc dans une colonne toute seule où il ne se passe rien. On peut additionner ce temps-là sur tout le flux, faire le ratio avec le lead time, et du coup ça nous donne une idée du temps pendant lequel on avait commit, donc on avait dit oui je fais ça. Je m'engage à le faire, parce que le commitment c'est quelque chose d'assez important aussi, hein, dans Kanban. Autant dans Scrum, quand quelque chose va au sprint planning, on dit ça, on commit de le faire, on s'engage à sortir cette feature là parce qu'on l'a commencé. Dans Kanban c'est pareil, mais c'est plus atomique, quoi. C'est pour chaque tâche, dès le moment qu'elle rentre dans le board, on s'engage à la terminer. Alors après on peut l'abandonner, etc. en théorie. Enfin,
n'est pas obligé si vraiment on se rend compte, mais du coup, la théorie, c'est que voilà, quand quelque chose est commencé, il doit terminer. Et c'est pour ça aussi, sinon, si on ne se force pas à pousser les tâches plus loin, du coup, on casse les whip limits et du coup, ça fout en l'air tout le système, quoi. C'est plus prévisible. Donc voilà, le lead time, ça porte ça et ça permet aussi globalement d'avoir une idée. Une fois que vous savez combien de temps en moyenne il vous faut pour qu'une carte passe du début à la fin, ça vous permet derrière de faire des prévisions. C'est là que ça rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le plus votre temps constant dans chaque tâche de conception va être, le plus, je recommence, le plus le temps qu'une tâche passe dans une étape est constant. Au plus c'est constant, au plus c'est prévisible et au plus derrière vous pouvez dire, vous avez votre distribution du temps que ça passe pour faire une certaine tâche. Vous allez pouvoir ensuite regarder faire des statistiques et dire combien de temps est-ce que vous pensez que ça va mettre. Tu peux dire là, d'après mes statistiques, il y a 80% de chances que ce soit fait en tant de jours, il y a 100% de chances que ce soit fait en tant de jours, il y a 70%. Une fois que vous avez la distribution, il suffit de faire des statistiques et c'est parti. Donc ça fonctionne malheureusement que si le temps est relativement constant. Si la distribution est totalement aléatoire, ça n'a pas de sens. Mais en général, il y a quand même une courbe sur laquelle on peut travailler avec des statistiques de base qui se dégagent. La deuxième métrique la plus importante, c'est le cycle time, le temps de cycle, qui, comme son nom ne l'indique pas, est plutôt un ratio qu'un temps finalement. Donc en fait, ça va représenter la vélocité. En fait, c'est le ratio du nombre de tâches par unité de temps. En gros, ça vous dit combien de voitures sortent de mon usine par jour, par heure, par minute, peu importe. Après vous pouvez multiplier, mais ça donne une idée de la vélocité. Donc une fois qu'on a le temps moyen dans le système et la vélocité, ça nous permet de dériver tout un ensemble de choses. On parlait de la loi de Little tout à l'heure, on l'a mentionné mais on ne l'a pas décrite. Maintenant que vous connaissez les lead time et les cycle time et les whip limit, en fait c'est ces trois composantes-là qui sont globalement dans la loi de Little, ou en tout cas appliquées à Kanban. En gros, cette loi, elle dit que le lead time, donc le temps passé dans le système, est égal à la whip, donc à la limite du système, multiplié par la vélocité du système. De ça, on peut en déduire un certain nombre de choses. Ça permet de faire des petites, au moins des approximations vite fait. Par exemple, si vous avez un système avec des whips qui sont un peu serrés et que votre manager vous dit ça va pas, j'ai envie que ça aille plus vite, qu'on sorte plus de choses, donc augmente les whip limits, juste en regardant la loi de Little, vous allez voir qu'en augmentant les whips, mais si vous augmentez pas le cycle time, si vous réduisez pas le cycle time, vous allez augmenter votre lead time. Donc finalement, si on accepte plus de travail dans le système à un instant T avec les mêmes ressources, vous allez de facto mécaniquement augmenter le temps que toutes les tâches vont passer dans le système. Et ça permet quand même de raisonner. C'est une équation qui est toute simple, mais ça permet vraiment tout de suite de raisonner et de comprendre. À l'inverse, si on prend un autre exemple, si on augmente le cycle time, donc en gros si on embauche plus de gens et que ça casse pas tout le système et tout, en gros si on arrive à produire plus, et du coup et qu'on garde le même nombre d'items dans le système à un instant T, et du coup on va pouvoir baisser le lead time et sortir des trucs plus rapidement. Donc ça permet de faire des arbitrages assez rapidement. Alors après c'est pas une formule magique, mais ça permet au moins d'avoir une petite idée. Un point aussi très important, Kanban ne vous dira jamais quel est le problème, il vous dira où est le problème. Et c'est très très important, c'est-à-dire c'est vraiment pour le coup, là où avec d'autres méthodologies c'est plus difficile de savoir exactement où ça coince, là vous saurez exactement où ça coince. Par contre, il vous restera à faire toute la partie d'analyse du pourquoi. Le où, il est immédiatement, on sait exactement grâce à ce board-là. Le pourquoi, par contre, là, ce sera à vous de faire votre travail d'investigation pour essayer de comprendre
pourquoi est-ce que ça bloque à cet endroit-là. Mais en tout cas, Kanban vous dira avec précision où dans votre value stream est-ce que vous avez un bottleneck, un embouteillage, et voilà pourquoi est-ce que on a tout qui se stack ici. Donc à nouveau dans l'idée, c'est quelque chose aussi on n'a pas dit, mais donc Toyota insiste énormément, enfin le Kanban du coup quand Toyota a mis en place, l'idée c'était vraiment le just in time, de la même manière qu'ils voulaient avoir la quantité de voitures qui s'alignait parfaitement avec la demande de leurs clients et la consommation du coup du nombre de voitures qu'ils vendaient au jour, au mois, à l'année. C'était la même chose au niveau des ateliers. L'idée était vraiment pour eux, le rêve, c'était que toutes les voitures en même temps bougent, comme si c'était un ballet parfaitement orchestré, et où on n'a pas, par exemple, devant l'atelier peinture, des dizaines et des dizaines de voitures qui s'accumulent et qui, du coup, arriveraient même à bloquer la ligne de production. Très bonne précision. Un petit livre à conseiller, Julien, là-dessus, pour Kanban ? Un livre que je conseille souvent quand je donne des cours sur Kanban, ça s'appelle Essential Kanban Condensed. Faut être familier avec l'anglais, mais bon, c'est pas non plus trop compliqué. C'est un bouquin de 30 pages et il est gratuit, si je ne m'abuse, en ligne. Donc si vous vous intéressez un peu, si vous voulez même pas forcément aller beaucoup plus loin que ce qu'on a dit, hein, finalement ce sera probablement un résumé plus facile à visualiser que ce qu'on vous a décrit, mais c'est un petit livre qui est vraiment très bien et que je conseille. Franchement c'est 30 pages avec les notes, ça se lit en 1 heure sans souci. C'est très très imagé, ça vous parle de toutes les fameuses 6 valeurs de Kanban, donc on n'a pas totalement cité. On parlait de visualiser, il y a visualiser le flow, manager le flow, ensuite il y a les WIP limits, les policies. Et ensuite, il y a 2 principes qui reprennent un peu les principes des méthodes agiles en général sur l'adaptation, etc. Inspection, adaptation. Adapt, improve, overcome. C'est ça. Donc voilà. À la base, si on a commencé à parler de Kanban, c'est que tu me disais que vous avez commencé à faire des petites optimisations justement au boulot. Est-ce qu'on peut peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus concret et prendre des exemples concrets justement de comment nous on l'utilise et quelle utilisation, quelles limites on trouve et quelles optimisations tu es en train de faire. C'est ça. Alors ça fait un peu penser, maintenant que j'y pense, ça fait un peu penser au système de la rétro, où quand dans les rétro Scrum, où l'idée c'est de partir d'un point, d'avoir un petit peu donc les idées de tout le monde qui fusent, d'arriver à beaucoup de points de discussion et de données, et ensuite de recentrer pour essentialiser la discussion sur certains points. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé pour nous. Donc là, on a commencé à utiliser Kanban depuis grosso modo le début de l'année, on va dire autour de janvier. On commençait vraiment à taper dedans. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on a commencé avec un board qui était assez simple. Ensuite, on a assez simple pendant un petit mois, on va dire quelques semaines. Ensuite, on a décidé de le rendre un peu avec beaucoup plus de granularité, donc beaucoup plus de détails. Donc là, ça va dire, ça fait à peu près 2-3 mois, peut-être même presque 4, qu'on était sur un board qui était quand même un peu plus donc très très précis, vraiment très pointilleux. On avait un système où on devait avoir à peu près une 20aine de colonnes pour nous au niveau de l'engineering, donc ça a commencé à être assez conséquent. Et du coup là on est dans une phase où on est en train de changer donc notre approche au niveau donc de notre Git flow. On a essayé d'utiliser le GitHub Flow et non plus Git Flow, donc de se rapprocher de la branche master et de plus avoir autre chose en fait que de bosser depuis master et vers master. Et ce faisant, on a décidé aussi de resimplifier le Kanban board, puisqu'en plus maintenant les équipes qui ont maturé du coup sur le système et donc n'ont plus besoin d'autant de colonnes pour justifier de toutes les étapes qu'ils doivent faire. Et donc une chose que je me suis rendu compte, c'est que il y a énormément d'étapes qu'on a simplifiées en mettant en place, qu'on expliquait tout à l'heure avec les policies et ce qu'on appelle les exit criteria. C'est en fait le fait d'avoir des checklists à remplir avant de dire que une feature, enfin on va dire un élément est fait. Et donc du coup maintenant on a ces checklists-là. Donc, un des conseils que je peux donner de ce qui s'est passé pour nous, c'est que voilà, à nouveau, l'idée, c'est vraiment commencer avec ce que vous avez. Ensuite, vous allez souvent rajouter des colonnes parce que vous allez dire, OK, donc là, on a telle activité ou oui, donc c'est du testing. Par exemple, pour nous, on avait le queuing qui, du coup, est devenu donc le design queuing. Donc, au niveau du design, ensuite au niveau de la data, ensuite au niveau du produit, ensuite au niveau des, donc, le produit, les acceptance criteria et le QA pur au niveau des test cases. Donc, du coup, on avait 4 fois 2 colonnes à l'intérieur du QA.
Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces étapes-là pouvaient être faites de manière déjà parallèle, parce qu'on maintenant on a assez de personnes pour avoir un designer qui gère le design, un QA, un PM, un data qui font la même activité, les 4 en même temps. Et ce faisant, on s'est rendu compte que ce qui est important, c'est juste pour que ce soit done, donc terminé, d'avoir en fait la validation que les 4 étapes ont été faites. Donc c'est voilà un des exemples qu'on a fait. Donc on a réussi à simplifier 8 colonnes, de les passer simplement de nouveau à 2 avec des exit criteria qu'on n'avait pas avant. De la même manière, on a aussi simplifié pas mal d'étapes qu'on avait en amont du process. Donc là où en fait on avait énormément donc le whiteboarding, le interface sketching, l'architecturing, toutes ces choses-là. En fait, on les a simplifiées en ayant non pas une definition of done, mais une definition of ready. Et donc pour que quelque chose soit prêt à être mis dans notre value stream et qu'on commit dessus, on a des étapes en amont qui sont faites. Et comme en plus c'était assez dur pour nous de faire vraiment une activité, parce que généralement ces étapes-là demandent à ce que les ingénieurs il y avait plus d'un ingénieur qui travaille, et donc c'était souvent en fait des meetings qui étaient mis en place. Et le meeting, on peut pas l'avoir juste comme ça en claquant des doigts, puisque les gens ont d'autres obligations et ont souvent du travail en cours. Donc dans ces cas-là, on voulait pas que ce temps juste de planning affecte du coup le temps qu'on passait. Donc pour qu'une tâche soit ready, on veut que toute la partie en fait du design technique était faite en amont. Donc voilà, c'est des petites optimisations qu'on a faites. Et donc là, demain, on va enfin simplifier le board visuellement. Et ce faisant, on va quasiment réduire de moitié le nombre de colonnes et d'activités qu'on a actuellement, pour donner un peu de contexte. Donc toujours dans l'idée de Kaizen, où on évolue et on a fait petit par petit, plutôt de dire du jour au lendemain, bon, stop tout et on change tout, quoi. Ouais, faut pas hésiter effectivement à inspecter et adapter. De toute façon, votre board, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui est vivant, hein. Donc il va évoluer avec l'équipe, il va évoluer avec vos pratiques, il va évoluer avec peut-être aussi l'évolution dans l'entreprise ou dans les méthodes. Peut-être qu'il y a des nouvelles étapes qui vont s'ajouter, qui vont s'enlever, peut-être que la composition va changer des équipes. Donc il faut vraiment pas hésiter à l'adapter. Alors après, si vous le changez toutes les semaines, du coup les métriques seront pas bonnes, en tout cas seront pas intéressantes, mais il faut pas hésiter à l'adapter de temps en temps. Moi aussi, je me suis souvent retrouvé avec des boards avec beaucoup de colonnes. Mais encore une fois, je trouve que c'est quand même un outil aussi pour montrer. C'est ça que j'aime avec Kanban, c'est que ça permet aux gens de se focaliser sur leur travail. Et plutôt, ils sont pas à se dire ça je le fais pas parce que je sais pas comment faire, je sais pas où ça en est, etc. Alors moi avec Kanban, on sait où ça en est. Donc avoir des colonnes qui sont précises, c'est extrêmement important. Ça permet à tout le monde de savoir où en est quoi, et surtout qu'est-ce qu'il y a à faire après. Alors que dans d'autres méthodes, où si on a juste un to do doing done avec des choses qui sont pas forcément très claires et qui sont pas forcément visualisables, si on est sur une culture orale, on a vite fait d'avoir des tâches qui se perdent un peu dans les limbes, et puis après on s'en rend compte que quand c'est urgent. Mais ouais, moi aussi ça m'est arrivé pas mal de refusionner des colonnes et de les remplacer par des checklists pour quand même garder cette assurance que ce sera fait. Mais en général, ce que je me rends compte, c'est que quand c'est les mêmes personnes qui travaillent sur les mêmes tâches consécutives, finalement ça peut être réduit à une seule colonne, c'est pas si grave. Après ça dépend, il y a certaines étapes qui vont prendre très longtemps, ou enfin, ça dépend de plein de choses. Moi je voulais partager un peu un nouveau board que j'ai fait pour une nouvelle équipe. Justement, j'ai pas mal joué avec. C'est une équipe qui avait pas du tout l'habitude de faire du Kanban, et en plus qui est pas constituée que d'ingénieurs, donc en plus qui était encore moins familier avec les méthodes agiles et tout simplement avec le flow de conception qu'on avait du début à la fin. En fait, on a pris plein de personnes qui d'habitude gèrent une partie du flow, donc ça va être des designers, ça va être des data scientists, équipe produit aussi. Il va y avoir du user testing en amont, du coup, avec des entretiens UX pour essayer de comprendre si ce qu'on veut faire, ça a du sens. Et puis après, évidemment, développeurs, QA, etc. Et donc du coup, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de très visuel, avec des étapes qui sont bien marquées, mais j'ai fait exprès de faire un board qui est, en tout cas un board haut niveau, qui ne parle pas d'informatique.
de façon à ce qu'en plus on puisse passer dans ce board des choses qui peuvent créer de la valeur à l'utilisateur, mais pas forcément en passant par du développement. Ça peut être, nous on a un système de premium qui expire au bout d'un an. Au bout d'un an, les gens ils peuvent partir s'ils le souhaitent, s'ils veulent continuer, ils peuvent continuer, il n'y a pas de problème. Mais du coup, régulièrement, on se dit, oula, là, va y avoir un pic de gens qui vont arriver à leur anniversaire dans une période donnée. Qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de les garder ou pour s'assurer qu'ils veulent essayer de maximiser nos chances qu'ils restent. Et du coup, parfois, ça veut juste dire sortir la liste des gens et puis les appeler un par un ou leur envoyer des mails ou des choses comme ça. Toute solution qui n'est pas technologique, moi, ça m'intéresse. Parce que c'est des solutions en général qui sont beaucoup moins coûteuses à mettre en place, qui sont beaucoup plus rapides à mettre en place. Alors ouais, c'est un peu manuel, et évidemment, il faut trouver le juste milieu. Mais aussi, j'ai envie de pousser mon équipe, justement avec les squads, on a un petit peu cette flexibilité, cette autonomie au niveau des méthodes, essayer au maximum de pas faire du développement, quoi. Enfin, en tout cas, pas du gros développement, quoi. Tout n'est pas réglable avec une feature dans le meilleur des cas, quoi. Donc du coup, j'ai listé un peu les colonnes. Alors bon, je vais vous les faire comme ça. Si vraiment ça vous intéresse, je vous conseille de juste les noter pour pouvoir tout visualiser. Mais en gros, j'ai 3 boards. J'ai un board haut niveau, donc qui est pour tout le monde. En gros, c'est celui qu'on utilise pour visualiser, surtout moi et mon PM qui voulons avoir une vision d'ensemble. Les premières étapes, ça va être la réflexion. Avant ça, on a un backlog avec tout doux. Mais ensuite, la première étape, ça va être la réflexion. On va se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça? En gros, on va juste brainstormer. Ensuite, il y a l'étape de validation. Là, on va valider avec les utilisateurs ou avec des gens. Donc, en gros, ça va être un mélange de user testing et de data science qui vont valider, ok, est-ce que l'utilisateur, si on lui met ça dans les mains, est-ce que ça a bien l'effet escompté et du coup, est-ce que ça a bien le résultat que nous, on voulait mettre en place? Ça évite de faire un truc pour rien. Ensuite, ça va être prêt. Donc quand c'est prêt, c'est une colonne qui est commune à tous les autres boards. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est prêt, ça definition of ready, donc on est bon à faire feu. Quand les ingés sont prêts, on y va. Ensuite, il y a la production. Donc, production, ça travaille dessus. Que ce soit des ingés ou que ce soit peu importe qui, peu importe le type, on travaille dessus. Ensuite, on a l'étape de confirmation. Donc là, c'est prêt, ça a été mis en prod, c'est dans les mains des utilisateurs. On veut quand même valider si ça a effectivement, encore une fois, l'effet escompté. Parce que le but, c'est de créer de la valeur. Donc en fait, il ne faut pas non plus partir du principe que parce qu'on l'a mis dans les mains de l'utilisateur, ça lui a créé de la valeur. Il faut valider que c'est effectivement bien le cas. Ensuite, il y a une période d'inspection, qui est plutôt, moi, ce que j'appelle le débrief. Donc en gros, on va faire une mini-rétro sur toute la vie de cette tâche-là, et on va se demander si on devait le refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment. En général, on extrait ces choses-là et ensuite on a tout un document où on a toutes les leçons qu'on a apprises sur tous les trucs qu'on a débriefés. Ça permet quand on se lance sur certaines tâches, de pouvoir utiliser les connaissances qu'on a acquises avant. Par exemple, quand on sort un nouveau langage, la première fois on a galéré, on a pris des notes, la deuxième fois on a trouvé d'autres problèmes, on s'est refait surprendre par d'autres trucs, on a repris des notes, ainsi de suite, et du coup au fur et à mesure, on arrive à créer une sorte de conscience au moins historique des choses, et on évite de retomber dans les mêmes travers. Et du coup, ça c'est le board haut niveau, mais en fait, ensuite il y a un board produit et un board engineering qui en fait sont une visualisation différente de ces étapes-là. Donc dans le board produit, je vous le fais rapidement, il y a la discussion, test utilisateur, le raffinage qui va être avec les développeurs, etc. Où on va dire ok, comment est-ce qu'on le prend et tout, quel design on fait et tout. Ensuite prêt, encore une fois là c'est prêt à faire feu. Ensuite en cours, donc d'un point de vue produit c'est juste en cours, mais du coup ça veut dire qu'on est en période de production. Ensuite il y a encore la confirmation est terminée, et le board ingénieur, eux ils ont encore une vue différente de ces mêmes étapes. Eux ça commence après, donc en fait le board ingénieur, eux ils s'en foutent quand c'est en réflexion, validation, etc. Eux ça les intéresse pas. Donc eux ils voient juste les trucs qui sont pas là ou qui sont prêts. Quand ils sont prêts, c'est-à-dire que c'est prêt. Donc encore une fois on évite de donner trop d'informations qui sont pas nécessaires, de centrer la vision. Et ensuite les ingénieurs ils vont avoir des étapes eux qui sont plus précises, qui vont être en cours, prêts à tester, test en cours. On a un système de double colonne un peu alambiqué ici parce que moi j'utilise Jira, j'ai pas le luxe d'avoir la double colonne. Donc par exemple là on a vraiment, du coup dans Jira on a exactement des colonnes en cours, prêts à tester, test en cours. Donc là voilà, les testeurs ils peuvent
tirer quand ils le veulent. Ensuite, c'est en production, et ensuite, c'est terminé du point de vue des ingés. Et en fait, toutes ces étapes-là, dans les autres boards, c'est juste en production, et ça bouge pas. Voilà, donc avec ce système, j'ai essayé de créer un système qui plaît un peu à tout le monde, où chacun a la quantité, la granularité d'informations qui leur convient. À voir si ça tient. De temps en temps, on me demande de rajouter des colonnes, de temps en temps, on me demande d'en enlever. On joue un petit peu avec, mais c'est encore tout neuf. Donc, de toute façon, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est au moins partez avec une vision, posez-vous les questions, faites votre board, et ensuite, il va pas être correct du premier coup. Donc, mais il vaut mieux commencer avec quelque chose. Donc, commencez avec quelque chose, partez avec une vision, partagez cette vision, et ensuite, on verra si en pratique, ça tient ou pas. Mais c'est un peu ma méthode. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de whip, on n'a pas encore tout ça. Va encore falloir quelques itérations avant qu'on arrive à trouver quelle taille est assez constante pour nous, quelle est la bonne granularité sur les features. Il y a encore, comme c'est une nouvelle équipe, il y a encore beaucoup d'autres questions à poser, mais au moins le premier truc, je me suis rendu compte, c'était que les gens stressaient un peu parce qu'ils ne savaient pas. Ils savaient à peu près ce qu'on voulait faire, mais ils ne savaient pas comment. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de comment l'équipe ingé fonctionne, comment l'équipe produit fonctionne, etc. Comment travailler ensemble. Donc, au moins, avec ce board-là, tout de suite, immédiatement, ça a donné beaucoup plus de confiance ça a calmé vachement les esprits tout de suite quand je l'ai monté. Parce que moi, je dis, voilà, on va faire comme ça. En fait, moi, j'en savais rien, tu vois, j'ai juste mis des étapes comme ça, et puis bon, en étant dans le bon sens, ça se trouve, dans la vraie vie, ça n'a pas marché. Mais au moins, on a un plan à suivre et on peut voir ce que ça donne. Et j'étais assez surpris par l'impact qu'a eu le fait d'afficher le value stream comme ça. Rien que ça, en fait, ça calme tout le monde, ça permet à tout le monde de se dire ok, très bien, je connais le plan, je sais où ça va. Ouais. Et du coup, question, donc, comment est-ce que tu as fait pour différencier le travail qui va nécessiter donc de l'ingénierie et ce qui ne va pas en nécessiter? Est-ce que tu as utilisé du coup des swimlanes? Alors, pas exactement, mais ouais, quasiment. En fait, dans Jira, on a un label qui est pas ingénieur, Okay. non-engineering related, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et en gros, quand il y a ce label-là, ça n'apparaît pas dans le board d'ingénierie, donc ça dit pas aux ingénieurs, vous pouvez faire ça. Ça reste juste dans le board haut niveau, et pour l'instant, ça marche. Après, si les gens qui travaillent sur des trucs qui sont justement pas techos veulent leur propre board, c'est tout à fait possible. Avec les labels Jira, tu permets de différencier. En gros, tu l'envoies dans un board différent, mais tu restes sur le même value stream global. Ok. Voilà. Mais bon, comme toujours avec Jira, faut faire un peu avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Bah cool. Bah d'ici quelques semaines ou mois, tu pourras sûrement nous faire un retour sur qu'est-ce qui a évolué, ce que tu as gardé, ce que tu as enlevé. Est-ce que tu as même gardé le board en soi? Ouais, bah pour l'instant, ça va. Il commence à être utilisé au moins en base de réflexion pour d'autres équipes. Donc, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Tu parlais des swimlanes. Tout à l'heure, on a décrit les 4 classes de services classiques. Il faut surtout pas hésiter à en créer de nouvelles. Alors, pas hésiter. C'est pas ça, mais il faut pas s'empêcher d'en créer des nouvelles. Si vous avez des classes de services qui sont très particulières, et qui ont un flux très particulier ou qui ont un value stream qui diffère complètement des autres, faut pas hésiter aussi à s'en créer un. Ça permet parfois de gérer un peu mieux certaines situations. Je vais prendre un exemple concret. Avec Pierre, à une époque, quand on bossait chez Arthos, donc on était dans la blockchain, notre équipe, elle faisait pas que des trucs sur la blockchain. Parfois, on faisait juste des services, du back-end, du front-end, et ça sortait. Mais de temps en temps, on avait une tâche qui nécessitait une intégration avec une nouvelle version de nos smart contracts, etc. Et ces tâches-là, c'était plus du tout pareil. Et du coup, ça nous pourrissait vraiment notre board
et nos métriques, parce que tester des trucs sur la blockchain, ça prend une plombe. Les interfaces avec la blockchain, elles étaient compliquées. La communication avec la blockchain était compliquée. Enfin, tout était plus compliqué, tout prenait plus de temps. Et surtout, il en avait besoin de designer beaucoup avant. Et en plus, je me rappelle plus exactement, mais en gros, on avait une étape où nous, on pouvait travailler sur le truc un peu en parallèle. Et ensuite, il fallait attendre que ce soit déployé sur le testnet ou des choses comme ça. Et ensuite, on pouvait s'y remettre pour faire l'intégration et les tests d'intégration. Bref, du coup, il y avait vraiment un flux qui était alambiqué et en fait, ça nous pourrissait vraiment tout et ça rentrait pas vraiment dans le cadre des autres trucs. Du coup, on s'est dit, ça, en fait, c'est juste quelque chose de différent. Donc, on a créé une swimlane différente, une classe de service différente. Et du coup, on a mis dans nos policies que quand une de ces tâches-là est dans le backlog ou est prête, ou je sais plus exactement, on avait un certain nombre de trucs qui permettaient de la faire passer en priorité sur certains trucs, mais de pas, je ne sais plus exactement, mais en gros elle était traitée différemment et vraiment différemment, et en fait ça nous a permis de beaucoup plus anticiper ces tâches-là, de ne pas les sous-estimer et de ne pas les traiter comme les autres tâches. Ça donnait pas mal de clarté, donc voilà, j'ai du mal à trouver d'autres exemples, mais ça arrive parfois que les mêmes personnes de temps en temps fassent des tâches qui sont très spécifiques et qui ont besoin d'être traitées différemment et d'être visualisées différemment. L'intérêt qu'on a eu surtout avec cette swimlane-là qui était différente, c'était vraiment pouvoir dire, voilà, si le travail ne requiert pas la blockchain, alors on a 90% de chances d'avoir cette feature-là qui soit finie en 5 jours. Maintenant, si ça nous demande de bosser avec la blockchain, c'était, je crois, du simple au double. Donc c'est pour ça. Mais là, on était capable de dire, avec 90% d'assurance, on peut vous dire que dans 10 jours, la feature sera faite. Et là, le problème, c'est que si on avait tout mixé, qu'on n'avait pas dissocié les deux, on aurait arrivé à, du coup, grosso modo, 7-8 jours, ce qui aurait été beaucoup trop pour du travail normal et ce qui aurait été pas assez pour le travail quand on intégrait avec la blockchain. Donc, dans les deux cas, ça foirait les métriques. Donc, à nouveau, faut prendre avec une pincée de sel. Il faut le faire sciemment, c'est-à-dire, faut pas créer 15 swimlanes pour chaque cas différents. Pour autant, il faut pas essayer de dire oui, 2 swimlanes, urgent et standard, ça passe. Non, généralement, il y a un milieu entre les deux à trouver. Et l'intérêt est justement, in fine, d'avoir des métriques qui sont, du coup, qu'on peut ségrégationner par swimlane et avoir vraiment une idée très proche de la réalité de, OK, si je voudrais faire ça, dans combien de temps est-ce que vous êtes capable de me le livrer? 5, 10, 15 jours, et ça peut dépendre de swimlane en swimlane. Donc, Exactement. Faites des métriques et regardez-les. Même si finalement je trouve que c'est la partie la plus difficile de Kanban, parce que mettre en place Kanban c'est pas compliqué, mais alors derrière sortir les métriques c'est pas forcément très compliqué, mais avoir des métriques qui sont belles, qui sont utilisables, etc., les utiliser, les analyser, finalement c'est un gros travail, et c'est généralement ce qui est mis de côté, ce qui est d'ailleurs totalement mon cas à chaque fois. L'écosystème change tellement vite, les équipes changent tellement vite, l'organisation change tellement vite que finalement on se retrouve jamais avec assez de données sur un flux stable, constant, pour vraiment avoir quelque chose qui puisse être traité. Mais j'espère que ça va venir avec le temps. Pas l'envie qui manque en tout cas. Cool. On va conclure avec les outils de l'épisode rapidement. Qu'est-ce que tu as dans ta besace? Alors, on va faire rapide parce que l'épisode a déjà été long, mais bon, c'est aussi parce il y a beaucoup à discuter pour parler, on va dire, correctement de Kanban. Donc moi, c'est tout simplement un petit outil, encore une fois. Donc ça s'appelle, alors c'est le principe du Lean Coffee ou Agile Coffee, ou voilà, il y a plusieurs noms qui sont donnés. Là, c'est en particulier un site qui s'appelle leancoffeetable.com, tout attaché. La différence par rapport aux autres, c'est que c'est le plus complet que je connaisse. À chaque fois, je me suis dit, ça serait bien, ça pouvait. Ça le fait. Ça le fait aussi. Donc en gros, toutes les features que vous pouvez imaginer que vous avez besoin quand vous faites un Lean Coffee, absolument tout a été pensé dans ce produit-là. Honnêtement, même moi, si on me donnait la code base, je sais pas ce que je pourrais ajouter comme fonctionnalité, tellement c'est déjà complet. Donc voilà, donc je recommande très fortement. C'est payant, sachant qu'en plus, vous payez pas au nombre de personnes qui participent, mais uniquement par présentateur. Je vais regarder vite fait les prix, mais je sais que ça reste très correct. Il y a 30 jours d'essai gratuit. Donc voilà, donc en gros,
ça coûte juste, il faut prendre juste un site par team lead ou par personne qui présente. Mais voilà, ça coûte pas très cher et pour le service que ça rend, je trouve que c'est un très 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 bon produit. Je regarde juste le prix. Donc par exemple, voilà, donc un facilitateur par mois, on est à 8 pounds. Donc voilà, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc qu'est-ce que, si tu devrais highlighter 3 features, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ? Concrètement, donc du coup, ça va permettre donc déjà une feature qui est très utile, c'est qu'il y a le système d'une personne qui est présentateur et des autres personnes qui sont participants, ce qui permet qu'il y ait une seule personne qui gère, par exemple, le nombre de votes qu'on donne, les timers, les choses comme ça, ce qui évite qu'il y ait d'autres personnes qui bidouillent les settings du meeting avant qu'il ait commencé ou pendant. Il y a aussi un truc qui est très bête mais très simple et que tous les outils n'ont pas, c'est le principe de pouvoir en fait fusionner certaines idées de discussion et de les mettre en dessous d'un seul et même topic. Donc par exemple, si on a 5-6 idées qui gravitent autour du même point, on peut toutes les rassembler, ce qui fait que quand les gens votent, ils vont pas voter genre 2 votes sur l'idée A, 3 votes sur l'idée B, alors qu'en réalité les gens veulent parler de la même chose, juste que voilà, il y a 2-3 personnes qui l'ont formulé d'une manière différente. Là, ça permet aux personnes de voter directement sur le topic et donc d'avoir moins de chances que voilà, que les votes soient on va dire dispersés et donc on rate l'occasion de parler d'un topic qui, par exemple, s'il y a 15 personnes qui votent mais sur 5 topics différents, alors que c'en est qu'un seul, les 15 personnes auraient voulu en réalité voter sur ce seul et même topic. Et donc voilà, pour être sûr qu'on l'amène à la discussion. Et surtout, c'est voilà, si on se dit il y a un topic et il y a au moins 6 ou 7 personnes qui ont mis quelque chose, on se dit pas que là on va y passer 5 minutes. De base, on peut déjà mettre au moins 10 minutes sur ce topic-là parce qu'on sait qu'il y aura pas mal de trucs à discuter. Donc voilà. Et un truc assez simple. Mais bon, là c'est assez bateau parce que les autres l'ont aussi, ça va être le système de vote où du coup voilà, on peut mettre le bon nombre de votes et ah oui, et c'est ça, et un système à la fin, donc quand le temps est épuisé, on n'a pas besoin de demander aux gens s'il vous plaît, levez la main, dites si vous voulez continuer machin. Toutes les personnes en fait, il y a un modal qui apparaît qui leur demande est-ce que vous voulez rajouter du temps ? Non, oui ou je m'en fous. Et du coup, dès qu'il y a plus de 50% des gens qui ont voté, automatiquement le timer va rajouter du temps ou pas. À nouveau en fonction des settings que vous avez mis. Donc c'est pour ça que je dis c'est très très complet par rapport à d'autres outils qui font du Lean Coffee aussi. Ok, cool. Je vais y jeter un coup d'œil. Il faudra qu'on fasse un épisode sur le Lean Coffee un jour. Ouais, tout simplement. Pour le coup, là, on fera vraiment court parce qu'il n'y a pas énormément à expliquer, mais c'est vrai que les Lean Coffee, c'est un exercice que je recommande pour les rétros si jamais vous êtes un peu short au niveau du temps ou que vous savez qu'il y a beaucoup, vous avez entendu, par exemple, si vous avez D101 et que chaque ingénieur vous rapporte un problème différent, Lean Coffee, c'est une très 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 bonne idée parce que ça permet du coup de passer juste le temps qu'il faut sur chaque problème et en plus, ça vous permet vous de savoir si il y a des sujets où tout le monde parle et où vraiment il y a un gros souci ou est-ce que c'est vraiment un problème qu'il y a qu'une personne que ça intéresse vraiment et dans ces cas, ça vous permet de savoir quel topic vous discutez avec toute l'équipe et quel topic vous pouvez discuter de manière plus granulaire avec juste 1 ou 2 personnes, généralement les personnes concernées directement par le problème. Super. Merci pour cette reco. De mon côté, c'est pas vraiment un outil, c'est plus une sorte de méthode, un petit tips, un petit truc. C'est un outil qui est finalement facile à utiliser, mais les outils les plus faciles à utiliser sont souvent ceux qu'on oublie le plus souvent d'utiliser. C'est en fait l'idée de commencer une réunion systématiquement ou quasi systématiquement en demandant à une personne de la réunion qu'est-ce qu'on fait là, quelle est la mission, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre aujourd'hui comme problème. Et c'est une méthode qui m'a été donnée par AT pendant un workshop super bien, AT qu'on salue et qu'on remercie, qui est du coup ancien pilote de chasse et il nous racontait que dans l'armée, c'est comme ça tout le temps. En fait, tu as commencé en parlant du macro et tu vas aller sur le micro. Donc en gros, par exemple moi à Swissborg, ça va être alors notre objectif à Swissborg, c'est de démocratiser le wealth management en étant fun, fair et community centric. Donc dans le cadre de l'équipe community members dont le but est de transformer les utilisateurs en avocats et en évangélistes et en communauté, en membres de la communauté actifs. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on essaie de résoudre le problème de un certain nombre de premiums qui pourraient potentiellement partir parce que maintenant ils peuvent partir et du coup
comment est-ce qu'on peut leur proposer des alternatives séduisantes pour que, même s'ils décident de downgrader, au moins qu'ils décident de downgrader sur un service qui est à nous, des choses comme ça. Et du coup, en gros, en reprenant tout ça, ça permet tout de suite de beaucoup plus recentrer le débat, et déjà, ça permet juste de faire un peu de la méthode Coué, de se rappeler toujours pourquoi on est là, parce qu'on a vite tendance d'être pris à être pris dans le day-to-day et de juste oublier. On fait juste les tâches les unes après les autres, les features les unes après les autres, en oubliant vraiment le principe fondamental. Ça permet aussi de faire un petit icebreaker et de remettre tout le monde d'accord. Et la différence entre le dire soi-même et demander aux gens de le dire, c'est que de toute façon il y a plein d'études qui montrent que on retient et on est on board, on est dans le bateau, on y croit beaucoup plus quand on le dit soi-même que quand quelqu'un nous le dit. Donc si c'est moi qui dit au début de chaque réunion, bla bla bla, les gens ils vont couper leur cerveau pendant les 20 premières secondes de la réunion et ensuite ils vont le rallumer. Alors que si je demande, tu peux nous rappeler, l'impact est plus du tout le même. Donc c'est une méthode finalement assez simple dans l'idée, assez puissante, pas très compliquée à mettre en place, mais ça demande quand même une certaine discipline, une certaine rigueur, et puis ça demande aussi se mettre un petit peu mal à l'aise au début, parce que c'est pas forcément une question qui est très c'est une question qui est évidente, mais qui est presque trop évidente. Ouais. Donc voilà, c'est un petit tips que je vous demande. Moi, j'ai commencé à jouer un peu avec, et j'en suis plutôt content. Ok. C'est intéressant parce que justement, j'essaye de demander c'est plutôt dans les meetings quand on les commence. Généralement, la personne qui lead le meeting, je demande toujours, ok, est-ce qu'on peut répéter pourquoi on est là, quel est le problème, pourquoi est-ce qu'on a cette réunion, qu'est-ce qu'on a besoin de résoudre comme problème. Et je pars du principe que s'il y a pas, à moins que ce soit vraiment une réunion pour aligner tout le monde, donner du contexte, mais je pars du principe que s'il n'y a pas de problème, pour moi, il n'y a pas de réunion. Parce que c'est uniquement autour de problèmes qu'il y a un intérêt de rassembler les gens ensemble. S'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de rassembler les gens? C'est toujours la question que j'essaie de poser. Ce qui est hyper intéressant du coup, bon là évidemment c'est un autre niveau, c'est directement au niveau de l'entreprise et de la vision et de la mission de l'entreprise. Mais du coup, je fais un entre-deux, le plot twist pour moi. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de demander de but en blanc à quelqu'un dans le meeting, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on est dans ce meeting? Alors, évidemment pas dans la boîte ça je le ferai, mais du coup un entre-deux que je vois, c'est de demander à une autre personne que celle qui présente, pourquoi est-ce que tu penses qu'on est dans le meeting? Quel est l'intérêt d'être ensemble aujourd'hui? Et à mon avis, ça va être, je vais carrément l'utiliser parce que, comme tu l'as expliqué, mais aussi l'entre-deux, parce que je vois un gros intérêt à le faire. Et surtout, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est de demander à quelqu'un d'autre et pas la personne qui gère le meeting ou soi-même de le faire. Ouais. Ouais, c'est un peu le petit caveat qui fait tout. Très bien. Bon, gros épisode, encore une fois. Bon, en même temps, on se doutait bien qu'en parlant de Kanban, on allait partir dans nos travers. Avant de conclure, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Toujours pareil, LinkedIn, pour ceux qui veulent vraiment Facebook, sinon toujours au pub, je ne bouge pas. Et toi Julien? Je ne bouge pas, je vous attends. Eh bien, quant à moi, vous avez peut-être pu me croiser au Web Today il y a quelques semaines, c'était fort sympathique à Nantes. Un grand bonjour à tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Et sinon en virtuel sur julien.deret.fr, c'est là que vous trouverez tous mes liens, mes projets, etc. Et voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés si vous êtes toujours là. Si l'émission vous a plu, nous vous invitons à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, du partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas content, ça nous intéresse aussi, on prend tous les feedbacks, on inspecte et on s'adapte. On vous retrouve le mois prochain avec potentiellement un invité, j'ai dit ça la dernière fois et j'ai menti, donc cette fois je mets de la nuance, potentiellement avec un ou une invitée le mois prochain. Bon début d'été et à très vite, au revoir. Au revoir. J'attendais un salut. T'as cassé le gimmick de fin.